Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Je vois qu'il y a déjà près d'une cinquantaine de personnes. Donc on est ravis que vous ayez répondu à notre appel. On va laisser passer un tout petit peu de temps pour accueillir éventuellement d'autres participants. Et donc, pendant ce temps-là, on va en profiter pour se présenter. Donc, peut-être que je laisse Emmanuel peut-être se présenter dans un premier temps. Et puis Diego ensuite, moi je terminerai, puis je reprendrai la parole ensuite pour vous présenter le programme du webinaire et puis le programme évidemment du Master of Science. Ok, merci Alexandre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Emmanuel Bonnet, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion donc, à l'ESC Clermont. Et alors, pour me présenter rapidement, j'ai essentiellement travaillé sur des projets d'exploration, c'est-à-dire des projets pour lesquels en fait, on ne sait pas trop comment définir les objectifs, une situation dans laquelle les gens ne savent ce qu'ils ont à apprendre, donc des situations un peu de désorientation. Donc, j'ai travaillé sur différents terrains comme l'exploration spatiale, mais aussi les pratiques agroécologiques, c'est-à-dire des pratiques pour lesquelles il n'y a pas de recette toute faite. Il ne s'agit pas de suivre une méthode et d'appliquer des principes. Et donc, voilà, c'est des situations qui m'intéressent beaucoup, à la fois au niveau de l'apprentissage et aussi au niveau de la construction d'une stratégie. Merci beaucoup Emmanuel. Peut-être Diego ? Ouais, bonjour à tous. Donc Diego Landivar, je suis enseignant-chercheur également au groupe ESC Clermont et je suis le directeur et cofondateur d'Origins Media Lab, un laboratoire de recherche du tiers secteur de la recherche qui travaille sur l'anthropocène et sur la redirection écologique pour aller vite. Et voilà, j'ai fait pas mal d'enquêtes sur la question du droit des entités de nature et je travaille avec Alexandre et Emmanuel et les collègues d'Origins sur un certain nombre de projets, d'enquêtes sur les milieux industriels face à l'effondrement écologique, milieu organisationnel, mais aussi sur le droit, le design et les politiques publiques en règle générale. Voilà pour aller rapidement. Merci beaucoup Diego. Donc moi je vais me présenter à mon tour. Donc je suis Alexandre Monin. Je suis le directeur du Master of Science Strategy and Design for the Anthropocene. Donc Emmanuel et Diego sont les co-directeurs également de ce Master of Science. Que dire d'autre? Je suis également directeur de la recherche au sein de Audience Media Lab. On aura l'occasion d'y revenir. C'est en partie les travaux qu'on mène depuis quelques années maintenant déjà sur l'anthropocène et sur la redirection écologique, ce qu'on appelle la redirection écologique, qui ont nourri le programme de ce Master of Science. Et je suis également, bien sûr, enseignant-chercheur au sein de Clermont, qui est un des deux partenaires de ce Master of Science. Voilà, donc pour présenter rapidement le programme aujourd'hui. Donc déjà merci encore une fois d'avoir répondu à notre appel. Je crois qu'il y a une soixantaine de personnes qui sont connectées, donc on vous remercie très sincèrement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter dans un premier temps le programme, présenter un petit peu le cœur de cette formation. Pourquoi aussi on a souhaité mettre en place une formation qui est la première qui prend vraiment en charge cette question de l'anthropocène et qui l'affiche avec le mot anthropocène dans son titre. Et puis, je céderai ensuite la parole à Emmanuel et Diego pour présenter des aspects complémentaires liés à la formation. On parlera aussi d'aspects très pratiques. Et puis, tout du long, on prendra évidemment vos questions. Donc, dans un premier temps, d'ailleurs, n'hésitez pas à les formuler via le chat. Vous voyez, c'est à droite de l'écran. Je pense que vous êtes maintenant peut-être les uns et les autres familières de Zoom. Donc, n'hésitez pas à les chat dans un premier temps, et puis dans une deuxième partie, on pourra peut-être aussi passer à des échanges peut-être plus vocaux directement. Donc, on s'est programmé jusqu'à 17h pour échanger tous ensemble. Donc, on va essayer de s'y tenir pour ne pas vous retenir trop longtemps. Merci encore une fois pour votre temps. Du coup, je vais enchaîner directement, peut-être par une première présentation un peu globale
cette formation, de ce Master of Science. Donc, pour synthétiser les choses, donc c'est une formation qui vise à former de nouveaux profils à ce que nous appelons la redirection écologique, c'est-à-dire le fait de prendre acte finalement de l'advenue de l'Anthropocène et de ses conséquences pour repenser le devenir des organisations et des institutions, mais aussi des modèles économiques, des modèles d'affaires, d'un certain nombre de normes, mais également de nos infrastructures, dans la mesure où, pour dire les choses rapidement, on sait bien que ce sont des éléments pour beaucoup qui ne sont pas durables, ou s'ils sont durables, ça pose d'autres problèmes, mais en tout cas, voilà, qui ne sont plus adaptés à cette nouvelle période, cette nouvelle époque géologique qu'est l'Anthropocène. Pour autant, ce sont des éléments dont nous dépendons directement. On le voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus, c'est-à-dire qu'on voit bien que les organisations sont finalement relativement vulnérables face à des crises comme celle-ci qui devraient devenir récurrentes à l'avenir. Et pour autant, énormément de populations, évidemment, aujourd'hui, dépendent de ces organisations pour leur subsistance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tenir finalement ce double impératif? On ne peut pas ne pas s'intéresser aux organisations. Il y a beaucoup de discours finalement aujourd'hui qui ne s'intéressent pas forcément aux organisations, aux institutions, où ils voient simplement des freins à une transition. Mais en réalité, nous sommes tellement dépendants d'elles qu'il faut, pensons-nous, s'y intéresser. On n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça qu'on les met aussi au cœur de cette formation. Donc, elles sont de plus en plus vulnérables. Elles-mêmes reposent sur des modèles qui ne sont plus du tout adaptés à l'Anthropocène et en même temps, nous en dépendons. Ça crée comme ça une espèce de paradoxe dont il est difficile de sortir et on va essayer en fait à travers cette formation d'y répondre en essayant de rediriger donc les organisations, de faire atterrir les organisations dans l'Anthropocène en trouvant de nouveaux leviers d'action pour éventuellement renoncer à des aspects dont on sait qu'ils sont aujourd'hui intenables au vu de la situation, mais en même temps y renoncer proprement dans la mesure où ils sont peut-être intenables. Il y a beaucoup de gens qui dépendent encore de ces organisations et donc de ces modèles. On doit s'occuper de ces deux dimensions à la fois. Voilà, ça c'est pour donner un petit peu le cadre général. Je pense que Diego et Emmanuel pourront évidemment à leur tour préciser les choses, préciser certains aspects. Concernant maintenant le programme, rapidement là encore, c'est une formation qui se prend à Bac plus 4 ou Bac plus 5. On peut faire quelques exceptions pour des gens qui auraient Bac plus 3 et une expérience professionnelle et qui consiste en des cours qui vont durer, s'étendre sur une durée de 8 mois et ensuite un stage qui va prendre de 4 à 6 mois. On pourra se prendre sur une période donnée qui peut glisser un petit peu. Voilà, c'est pour les aspects un peu formels. Et le contenu maintenant de la formation, c'est l'aspect le plus important pour commencer. Donc, c'est une formation qui est structurée autour de 6 modules, 6 modules principaux qui sont structurés les uns par rapport aux autres en fonction de plusieurs dimensions, de plusieurs échelles. Plusieurs dimensions, c'est-à-dire dimension théorique et dimension pratique, et plusieurs échelles, échelle micro, échelle macro, et puis l'échelle intermédiaire entre les deux, l'échelle méso, dont on va voir qu'elle est particulièrement importante dans un instant. Donc, le premier module de cette formation, c'est un module qui est ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu pompeuse, mais voilà, c'est le vocabulaire des institutions pédagogiques, c'est un voyage apprenant, pardon, qui est en fait une enquête, précisément une enquête de terrain, que l'on va mener en région Aura avec nos étudiants, avec un certain nombre de chercheurs, de participants. Et ça va être le premier élément de la formation dans la mesure où l'idée, c'est d'emblée de mettre les étudiants en contact avec des paysages marqués par les impacts de l'Anthropocène. Il y en a beaucoup en région Aura. On a la chance d'avoir des paysages très contrastés, que ce soit l'Allier au nord, qui est le département le plus sec de France, que ce soit le Puy-de-Dôme, où il y a des problématiques de sécheresse, problématiques de biodiversité en lien avec tout le monde agricole qui se pose, que ce soit les Alpes, évidemment, qui est un paysage évidemment exceptionnel, mais où le réchauffement climatique est 2 fois plus important qu'ailleurs. Donc là encore, avec des conséquences, manque de neige à venir, des montagnes aussi qui s'écroulent par endroits parce que le permafrost ne les tient plus. Mais aussi le fait que la région Aura, comme vous le savez, la première région industrielle de France aujourd'hui, donc
c'est aussi un paysage anthropocénique de ce point de vue-là, avec des paysages encore très caractéristiques, comme par exemple la vallée de la Chimie à Lyon. Il est tout à fait intéressant aussi d'aller étudier. Donc, on va essayer de sortir finalement les étudiants de leur cadre habituel pour les mettre au contact de ces paysages marqués par l'Anthropocène, pour essayer de les comprendre, essayer de les appréhender proprement. Ça va être donc la première partie. Le deuxième module que l'on va proposer, c'est un module qui est articulé autour des échelles micro et macro. On était finalement avec le premier module sur une échelle micro, c'est-à-dire l'échelle d'un terrain où l'on va aller mener l'enquête. On enchaîne donc le second module, toujours sur l'échelle micro dans un premier temps, puisqu'on va profiter du travail qui aura été accompli précédemment avec les étudiants et aussi par les chercheurs qui sont aguerris à l'enquête de terrain, pour partager la méthodologie de l'enquête de terrain avec eux, l'ethnographie, l'enquête sociologique, l'enquête aussi par les designers, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus développé, et donc déployer tous les matériaux qui ont été recueillis précédemment, montrer comment on documente une enquête, comment on peut la travailler aussi les matériaux pour la publication, pour l'exploitation, les résultats de cette enquête. Et donc, ça va être la première partie. La deuxième partie, elle va être tout en contraste, puisque cette fois-ci, elle se situe au niveau macro, puisque l'Anthropocène, le réchauffement climatique, l'effondrement, ce sont aussi des récits très englobants qui se situent au niveau des systèmes complexes, de la modélisation, des modèles physiques, des modèles mathématiques, des modèles informatiques, etc., etc. Et donc, on va proposer, pour être aussi en capacité de les appréhender, eh bien, une introduction aux systèmes complexes, à la modélisation, dans la mesure où la modélisation repose sur une épistémologie très, très différente, évidemment, de l'enquête de terrain. C'est du savoir qui est produit, qui est d'une nature très, très différente et qui n'est pas du tout évident d'appréhender. Donc, par exemple, on ne sait pas toujours, quand on a des modèles du climat, des modèles de l'effondrement ou autres, si, par exemple, ce sont des modèles prédictifs ou pas du tout. Du coup, voilà, on va essayer de donner à nos étudiants la capacité de se repérer là-dedans et aussi, surtout, peut-être la capacité de naviguer d'une échelle à l'autre, c'est-à-dire la capacité de passer d'une échelle micro à une échelle macro en voyant quelles sont les forces et les faiblesses de ces modèles-là, de ces manières de générer de la connaissance. C'est ça aujourd'hui qui est important, puisqu'on a besoin finalement on est sans arrêt pris entre ces tensions, entre des dimensions très, très macro et puis des situations, là pour le coup, qu'on a du mal à appréhender à un niveau beaucoup plus micro. Ça, c'est le deuxième grand module. Le troisième grand module, c'est un module là qui est à nouveau un module théorique et macro. On avait terminé sur du théorique et du macro le deuxième module. On enchaîne toujours à l'échelle macro et au niveau dans la dimension théorique, puisqu'on va proposer une sorte de géohistoire de l'Anthropocène. On va essayer de comprendre finalement tout ce qui a conduit à la situation actuelle. Vous savez que l'Anthropocène, il y a toujours des difficultés pour dater cette époque, révolution industrielle, fin de la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé la grande accélération. On va essayer de reconstituer finalement le mouvement historique qui a conduit à l'Anthropocène et ensuite analyser le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, à travers plusieurs dimensions pour comprendre justement ce monde. Parce que si on veut en hériter, et la question de l'héritage est tout à fait importante pour nous, il s'agit d'hériter aussi de ce monde qu'on n'a pas forcément choisi, mais si on veut le rediriger, si on veut le faire atterrir, il faut à minima le comprendre, donc le comprendre pour mieux en hériter. Et on va essayer donc d'appréhender un certain nombre de dimensions. Donc la question de la technique, aujourd'hui, resitue la technique par rapport à la question de l'Anthropocène. Les techniques, peut-être, il n'y a pas un seul modèle de technique, de technologie, mais il y en a plusieurs. On va essayer de travailler cette question, repenser aussi, repositionner l'économie là-dedans, repositionner aussi les institutions, comprendre quelles sont les institutions qui trament le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, repenser aussi la place des organisations et du management, comprendre qu'on est dans un monde qui est un monde aujourd'hui fait d'organisation. Si on veut se nourrir, se loger, ceci, cela, on est obligé aujourd'hui d'en passer par des organisations qui sont pilotées de manière managériale. Et ça remonte finalement peut-être à 150 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc ça veut dire qu'il faut aussi essayer d'élucider cette dimension et de la comprendre. Voilà, c'est un peu, on va essayer comme ça de donner une sorte d'armature théorique, de colonne vertébrale théorique à nos étudiants pour qu'ils aient la capacité aussi de bien appréhender les situations qui vont se présenter à eux sous différents domaines. Et ensuite, ils pourront, s'ils le souhaitent, évidemment, creuser le champ qui les intéresse éventuellement plus particulièrement au regard du travail qu'ils ou elles vont être amenés à effectuer dans le cadre de cette formation.
La quatrième partie, elle est à nouveau tout en contraste par rapport à la précédente. La quatrième partie, c'est une partie qui se situe à l'échelle micro et qui est une partie pratique. Donc, cette fois-ci, on va essayer finalement de partager avec les étudiants une caractéristique qu'on retrouve chez les étudiants en design aujourd'hui, en tout cas que moi j'ai retrouvé chez les étudiants en design avec lesquels j'ai pu être amené à travailler au cours de ma carrière, à savoir qu'ils n'ont pas peur finalement de faire des choses dans tout un tas de domaines, que ce soit par exemple programmer, que ce soit fabriquer des livres, fabriquer de la typographie, faire des enquêtes de terrain. Ils arrivent véritablement à faire tout un tas de choses très très différentes qui demandent des compétences assez différentes, et ça les distingue assez fortement de leurs camarades qui sortent d'autres types de formations. Donc, on va essayer de partager cette capacité finalement à faire des choses très concrètement avec une introduction au design, à un certain type de design, on aura l'occasion d'y venir, et avec un certain nombre de modules donc, qui vont, on l'espère, favoriser ce champ-là. On va retourner aussi d'ailleurs faire des enquêtes de terrain avec des collectifs, des acteurs qui transforment déjà aujourd'hui leur situation pour voir justement comment ils sont passés d'un état où ils étaient éventuellement passifs et spectateurs à un état où ils sont devenus acteurs et enquêteurs pour élucider les situations qui les affectaient et les transformer. Le cinquième module maintenant, c'est le module principal de la formation, celui vers lequel finalement tout converge, tout ce que j'ai présenté précédemment converge. C'est un module très pratique, on va dire, mais qui va faire usage de tout ce qu'on aura vu précédemment, et c'est un module qui se situe à l'échelle méso. Disons que toute notre formation entend finalement converger vers cette échelle intermédiaire, cette échelle méso, ce niveau moyen, entre le micro et le macro, dans la mesure où nous considérons que c'est à l'échelle méso qu'on va trouver aujourd'hui les leviers d'action qui sont les plus immédiatement disponibles pour agir. Donc, si on veut faire atterrir les organisations, si on veut faire atterrir les institutions, il faut bien se situer à leur niveau. Et donc, ce niveau-là, finalement, c'est le niveau méso. Ce n'est pas le niveau micro, éventuellement, de la petite résilience des petites communautés, qui peut être tout à fait utile et qui est très bien, mais qui ne permet pas, peut-être, pour certains cas, d'affronter un certain nombre de problématiques que j'ai mentionnées précédemment. Et ce n'est pas non plus nécessairement le niveau macro, qui va être, par exemple, le niveau politique, que ce soit au niveau national ou à l'échelle éventuellement même internationale, puisqu'on comprend aisément que celui-ci est assez difficile d'accès. Donc, c'est le niveau méso, ce qui permet ensuite de retrouver éventuellement le niveau micro et de remonter vers après le niveau macro, en tout cas d'avoir plus d'éléments pour le faire. Et donc, on va se demander finalement, aujourd'hui, même une organisation, une institution qui voudrait pratiquer la redirection écologique, qui voudrait finalement repenser leur devenir, leur activité à l'aune des contraintes de l'anthropocène, des contraintes liées aux limites planétaires, aujourd'hui, elle n'a pas forcément les leviers pour le faire, même si elle a de bonnes intentions. Bien tout simplement, aujourd'hui, les leviers n'existent pas dans un grand nombre de cas. Et donc, ce qu'on va faire avec nos étudiants, c'est qu'on va essayer tout simplement de designer ces leviers, de produire ces leviers, et donc d'imaginer de nouveaux modèles économiques, d'imaginer, comme le pense Diego, des protocoles de renoncement, d'imaginer avec moi, par exemple, des communs négatifs, mais aussi repenser les politiques publiques, repenser le droit, donc se réapproprier finalement la question du droit dans une perspective par exemple ascendante, c'est ce que proposent aussi les communs, redesigner également les communs dans l'anthropocène, bref, reprendre tout un tas de problématiques qui existent aujourd'hui et d'essayer de leur apporter non pas des solutions, parce qu'on ne pense jamais en termes de problème-solution, mais au moins de produire des leviers d'action qui permettent de commencer à envisager l'atterrissage justement des organisations. Le sixième module maintenant, je ne développe pas plus ce point-là, on pourra évidemment y revenir. Juste une précision, il y aura en plus de tout ça des ateliers qu'on va organiser d'année en année qui vont faire que les formations seront un petit peu différentes chaque année. Il y a des cours qui sont fixes, une demande de la CGE, la Conférence des grandes écoles. Il y aura aussi des ateliers qui vont varier chaque année en fonction de l'actualité. Là, on voit bien que l'actualité, elle est marquée par la crise qu'on vit toutes et tous, qui est celle du coronavirus, de la Covid-19. Ça veut dire qu'il y a évidemment des choses à penser en lien avec ça. Donc, on adaptera aussi une partie de nos formations à cette actualité et éventuellement aussi au profil de nos étudiants. En mesure où on a des étudiants qui travaillent majoritairement, par exemple, dans un domaine, on essaiera évidemment de pousser plus peut-être dans ce domaine-là. Donc, dernier module, et je m'arrête là bientôt. Dernier module sur la professionnalisation. La professionnalisation, pour nous, c'est un aspect absolument fondamental de cette formation.
On ne veut pas proposer une formation, on se dit, voilà, on donne les meilleurs cours possibles avec d'excellents intervenants et à l'issue de cette formation, il appartient à nos étudiants de se trouver un job, de trouver un débouché au sein des organisations. Au contraire, cet aspect-là, on veut le penser dès l'amont. C'est pourquoi on veut mettre en place un système, on aura l'occasion d'y revenir, mais je peux en parler dès maintenant, qui est un système qui va faire qu'on va solliciter d'ores et déjà des organisations et des institutions, donc grosso modo des entreprises et des collectivités publiques, pour qu'elles nous passent des commandes. Et ce sont en fait des commandes stratégiques liées à leur devenir. Et ce sont ces commandes ensuite que nos étudiants vont traiter dans le cadre de cette formation, dans le cadre de leur mémoire et ensuite de leur stage. Et en fait, tous les cours qu'on va donner ne vont pas constituer une fin en soi. L'idée, ce n'est pas de valider des options, de valider des crédits, et puis c'est la finalité de l'entreprise. L'idée derrière tout ça, c'est qu'en fait, les cours vont former nos étudiants pour leur permettre de répondre aux commandes, de s'en emparer et de faire finalement la démonstration que l'approche qui est retenue ici et l'approche qu'ils vont déployer à leur manière chacune, est la bonne et va permettre leur intégration justement au sein des organisations. Aujourd'hui, évidemment, les profils qu'on est en train de créer sont des profils nouveaux. Alors, on veut le faire en faisant émerger collectivement, finalement, au cœur justement des organisations de nouveaux profils. C'est pour ça qu'on le fait avec le soutien d'une école de design, d'une école de management, de la conférence des grandes écoles et nos 17 partenaires. On essaiera de faire grandir la liste d'ici là. L'idée, c'est de montrer voilà, que le poids finalement de rendre cette formation opérationnelle, il ne doit pas reposer sur les épaules des étudiants, mais il doit reposer avant tout sur cet effort collectif qu'on essaye de déployer tous ensemble. Voilà un petit peu pour l'idée générale. J'aurai l'occasion de repréciser des choses par rapport au système de commande, puisqu'on va essayer d'y associer des bourses, tout simplement. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec peut-être certains d'entre vous, mais on aura l'occasion aussi d'y revenir dans un instant. Et je propose de m'arrêter là. J'ai déjà été assez long et de laisser la parole à Diego et Emmanuel pour préciser d'autres aspects. Et puis ensuite, on reprécisera des éléments un peu concrets liés justement à cette question des financements et puis liés aussi à la situation créée par le coronavirus qui va faire qu'on va ajouter un peu de souplesse à ce qu'on avait imaginé comme formule au départ, notamment par rapport au distanciel. Mais voilà, je me tais, je laisse la parole à mes amis et camarades. Ok. Je pourrais peut-être dire mais merci Alexandre. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Ok. Un petit mot peut-être sur un peu une étude qu'on avait fait pour essayer de comprendre un peu notre identité et notre positionnement. On avait fait, c'est assez classique, une analyse du marché en fait, des différents programmes qui existent aujourd'hui. Et on a identifié, on va dire, essentiellement deux catégories. Celle qu'à mon avis, la première que vous connaissez déjà toutes et tous, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui parlent de développement durable et qui parlent de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, il y a une offre qui est assez impressionnante, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Et toute cette offre orientée développement durable et RSE converge vers l'idée de concilier la croissance par l'innovation et les opportunités entrepreneuriales avec les enjeux écologiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de réfléchir un peu sous l'angle de ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire on considère qu'une organisation, ça doit créer de la valeur, ça doit créer de la valeur uniquement pour les clients, etc. C'est créer des opportunités d'affaires, c'est définir une proposition de valeur. Sauf que là, on intègre des enjeux un peu plus verts que sont les enjeux écologiques. Mais rien n'apparaît finalement sur ce qui nous semble aujourd'hui critique, ce qu'a présenté notamment Alexandre, sous l'angle finalement des bouleversements écologiques qui sont parfois associés à ces termes de anthropocène, qui n'apparaît jamais, et encore moins évidemment celui d'effondrement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il y a toujours l'idée d'une création de valeur qui est produite pour l'organisation ou son écosystème. Alors ça, c'est une perspective ou un positionnement qui n'est pas le nôtre. Et Alexandre a pu le définir. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on n'exclut pas du tout le niveau des organisations, comme Alexandre vient de le dire. C'est un niveau, au contraire, qui est extrêmement important pour réfléchir en termes de levier d'action,
d'outils, de stratégies aussi, parce que il nous semble que en fait, la perspective business as usual s'enferme un peu dans un vide stratégique lorsque elle ne veut pas se confronter à une certaine réalité qui est celle justement du diagnostic scientifique. Il y a une deuxième catégorie de programmes pardon, où on voit apparaître climate change, donc il y a vraiment le changement climatique, voire la transition écologique qui apparaît aussi. Et là, on est plus à l'échelle macro, c'est-à-dire que c'est des programmes à 80% qui sont faits en fait, par des scientifiques et pour des scientifiques, et éventuellement de manière un peu plus mineure pour alimenter les décisions en matière de politique publique. Mais là, ce qui disparaît totalement, on pourrait dire, de ce type de programme, bah, c'est les organisations. Et du coup, on a le macro, mais sans avoir le mezzo qu'a présenté Alexandre. Et il y a un seul programme, alors ça c'est plus anecdotique pour nous, là, pour la discussion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un seul programme où il y a le mot anthropocène. C'est un master, on va dire, de recherche de l'université de Cambridge, et qui est là et très clairement orienté recherche. Donc il n'y a pas du tout cette réflexion en termes de levier d'action, de design, de stratégie, d'outils. Il n'y a pas cette dimension-là, puisque le but, finalement, c'est de faire de la recherche. Donc nous, ça ne veut pas dire évidemment qu'on élimine la dimension recherche, ça veut dire simplement qu'on la réintègre, cette dimension recherche, pour des objectifs qui sont aussi des objectifs opérationnels, dont je pense va parler un petit peu Diego. Donc du coup, voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps par rapport un peu à cette analyse du marché en termes de programme. Diego, ton micro. Diego, ouais. Ouais, excusez-moi. Juste vous préciser qu'il y a un live tweet qui s'est organisé autour de Nicolas Loubet, que vous pouvez suivre sur Twitter pour ceux qui sont intéressés. Et deuxième chose, n'hésitez pas à poser vos questions donc sur la discussion, comme elles arrivent déjà un petit peu. On essaiera d'y répondre le plus possible en prenant en compte l'ordre d'arrivée des questions et en essayant aussi de regrouper certaines. Juste quelques éléments de précision effectivement sur la question de la redirection en entreprise, redirection écologique en entreprise ou dans les organisations. Nous, on est arrivé à la conclusion que ce master s'imposait aujourd'hui, non pas parce qu'on est attaché à cette question de la redirection écologique et de la question de l'anthropocène dans nos recherches, mais parce qu'il y avait un vrai besoin dans le monde des entreprises et dans le monde des organisations, plus largement, c'est-à-dire les institutions publiques, les ministères, les régions, les conseils régionaux, les métropoles, qui sont aujourd'hui à la recherche de nouvelles solutions, de nouvelles voies exploratoires, stratégiques, pour justement prendre des décisions dans les prochaines années et qui vont impliquer une nouvelle technicité, qui vont solliciter des nouvelles méthodes et des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances qu'on essaye justement de donner. Et donc, du coup, c'est important quand même de préciser que non seulement des organisations publiques, mais aussi des entreprises privées. Dans les entreprises privées, on a des gens qui nous ont dit, ben, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment transformer notre politique technologique pour qu'elle soit vraiment sobre. Alors, on a des stratégies pour la rendre moins consommatrice, etc. On n'a pas vraiment de stratégie vraiment de grande échelle, de transformation, on va dire, profonde des habitudes dans les entreprises. Donc tout ça converge sur le fait qu'il y a besoin de ce nouveau type de profil. Nous, on les appelle parfois, peut-être que vous avez lu une tribune dans Le Monde qu'on a écrit il y a quelques mois, on les appelle les redirectionnistes. Et on fait le pari que les redirectionnistes, c'est un secteur, c'est un métier qui va éclore de plus en plus et qui va rassembler toutes ces personnes qui veulent aller beaucoup, beaucoup plus loin que la simple RSE ou que le simple développement durable le permettait dans sa conception et dans sa technicité. Et cela implique de se former à ces questions. Du coup, ce qu'on a essayé, c'est de faire former une coalition assez large et importante
de chercheurs, de designers, d'intervenants aussi, de professionnels, d'expérimentateurs en tout genre, et qui aujourd'hui ont une longueur d'avance sur la question de la redirection écologique, c'est-à-dire qu'ils l'ont mise en pratique, qui ont expérimenté, ou en tout cas qui offrent un certain nombre d'outils, de méthodes qui sont beaucoup plus pertinents à la question de l'anthropocène. Et c'est eux qui seront là pour intervenir dans les différents modules. On essaiera le plus possible dans ce master, en complément de toutes les questions qui ont été exposées par Alexandre, hein. C'est important de préciser qu'on va faire en sorte de travailler le plus possible sur des cas concrets de situations critiques écologiques. Et elles peuvent être de différentes ordres, hein, comme l'a dit Emmanuel. Une entreprise qui aujourd'hui travaille et conditionne toute son activité vis-à-vis de la neige. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un très grand nombre de stations de ski qui sont vraiment dans une situation tragique et qui, justement, hésitent à réutiliser les mêmes schémas de transformation de leur positionnement, de leur projet, de leur stratégie habituelle, c'est-à-dire le marketing territorial, c'est-à-dire l'utilisation de management de projets très classiques, et leur intervenir. Nous, on fait le pari qu'ils ont besoin qu'on intervienne, qu'on vienne les aiguiller, les accompagner pour rediriger complètement leur activité. Vous avez typiquement le cas d'une région une région en France qui veut absolument transformer sa commande publique et a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer radicalement sa commande publique. Comment une usine peut transformer de A à Z sa manière de produire, sa supply chain, sa chaîne de valeur, son management de l'organisation industrielle. Ça, c'est des questions tangibles que nous ont été adressées par des milieux entrepreneuriaux, des milieux industriels. Nous avons également le cas d'une communauté, d'une métropole qui doit qui veut mettre en place un protocole démocratique de renoncement. Donc, nous, on va travailler sur ces questions de comment mettre en place des schémas de décision qui permettent justement de savoir ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas et comment le rendre opérationnel, etc., etc. Donc, il y a toute une dimension comme ça, très ancrée sur les expériences d'effondrement écologique, ces expériences de, voilà, de situations critiques qui sont aujourd'hui maintenant quotidiennes dans certains territoires. Et donc, on va essayer vraiment d'être au plus près des acteurs, au plus près des expériences qui sollicitent ces questions-là. Et c'est ça le redirectionnisme qu'on essaye de viser sur notre programme. Alors, juste une précision, il y a pas mal de questions, donc j'ai commencé à répondre auxquelles je pouvais répondre via le chat. Donc, je m'arrête temporairement pendant que je parle, mais j'y reviendrai évidemment. Juste une précision par rapport au titre du master. On a parlé de l'élément lié à l'anthropocène. Je vais laisser peut-être la parole juste après moi à Emmanuel pour nous dire quelques mots sur l'élément stratégie et design pour l'anthropocène. Il pourrait dire aussi évidemment quelques mots sur le design, mais je vais juste prendre la parole quelques secondes pour expliquer pourquoi on met le design au cœur de cette formation. Lorsqu'on parle de design, certains se posent peut-être la question parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec les pratiques actuelles en matière de design. Évidemment, nous n'avons pas en vue l'esthétique industrielle, nous n'avons pas en vue le design produit. Le design aujourd'hui, ça couvre un ensemble de pratiques assez intéressantes, d'ailleurs aux frontières avec la recherche, notamment la recherche en sciences sociales. Il y a beaucoup de designers qui pratiquent aujourd'hui l'enquête ethnographique, l'enquête de terrain. Il y a aussi du design fiction qui ressemble un petit peu à de la prospective. Bref, des pratiques très variées. Et je ne considère pas du tout que le design, d'une certaine manière, est une solution au problème de l'anthropocène. On ne pense pas l'anthropocène comme un problème en attente de solution.
Le design lui-même a des problèmes aussi pour digérer finalement l'advenu de l'anthropocène. Néanmoins, ce qui nous semble intéressant avec le design, c'est que lorsqu'on est designer, eh bien, on peut entrer en dialogue au sein d'une organisation ou ailleurs avec quelqu'un qui est ingénieur, avec quelqu'un qui est manager. On peut s'appuyer sur les sciences sociales pour développer son projet ou un travail. Bref, on est en capacité comme ça finalement d'entrer en relation avec d'autres disciplines et d'autres profils. C'est ça qui nous intéresse à travers le design, c'est-à-dire le design comme une espèce de pluridiscipline qui permet de faire tenir ensemble à la fois l'ingénierie, à la fois évidemment le cœur du design, le management, les sciences sociales, les sciences politiques, mais aussi les sciences dures. Il y a énormément de designers qui travaillent d'ailleurs avec des scientifiques issus des sciences entre guillemets dures. Et donc voilà, donc c'est ça qui nous intéresse dans la mesure où ce sont des compétences, ce sont des profils et ce sont des compétences dont on a besoin finalement pour répondre à ces défis que évoquaient Emmanuel et Diego. Donc c'est ça qui nous a semblé tout à fait important. Du coup, ça veut dire que concrètement, on s'adresse à des personnes qui éventuellement viennent d'écoles de management, viennent d'écoles de design, viennent d'écoles d'ingénieurs, mais viennent aussi de SHS, de sciences humaines et sociales, de sciences politiques ou encore de sciences dures. De ce point de vue-là, il n'y a aucune discrimination vraiment et ni de problème à suivre des cours en se disant moi je ne connais pas le design, je ne connais pas les sciences. Au contraire, on va essayer d'apporter tout ça, d'apporter cette pluralité de perspectives à chacun de nos étudiants, quel que soit son profil. Dernier élément, et puis je céderai la parole à Emmanuel peut-être pour un point sur cette question de la stratégie. On s'adresse aussi, parce que je passais une sorte de portrait robot des personnes, des étudiants potentiels auxquels on s'adresse. Moi, souvent, je dis que je vois deux profils principaux des personnes qui sont en ce que j'appelle reconversion immédiate. C'est-à-dire, si vous êtes un étudiant qui a commencé ses études, par exemple, dans une école d'ingénieur ou autre, il y a 5 ans, vous avez commencé vos études, c'était la COP 21, on a commencé à parler d'anthropocène, c'était 2015, c'était aussi la sortie du livre de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. On a commencé en France à beaucoup parler aussi d'effondrement. Vous terminez vos études au moment de la crise du coronavirus qui là aussi pose de manière assez dramatique la question de la viabilité de nos organisations et de nos institutions. Donc ça fait aussi un parcours comme ça qui est borné de manière assez particulière. Et vous avez eu 5 ans finalement pour être sensibilisé à ces questions-là sans forcément voir émerger des formations ou même des organisations, des institutions qui se positionnent pour accueillir de nouveaux profils et développer de nouveaux moyens d'action. C'est ça qu'on essaye véritablement de proposer aujourd'hui. Et par ailleurs, évidemment, ça s'adresse aussi à des personnes qui ont déjà une carrière ou des années de travail derrière elles et qui veulent néanmoins, pour faire face là encore à cette situation, opérer une reconversion assez rapide, puisque 8 mois finalement de cours, c'est dense, mais c'est aussi plutôt rapide, pour ensuite avoir une perspective très opérationnelle derrière, mais aussi qui correspond à ces convictions qu'ils ou elles ont pu se forger au cours des dernières années, ou même avant, mais les dernières années ayant été particulièrement assez spécifiques de ce point de vue. Peut-être Emmanuel, c'est la parole. Oui, merci Alex. Donc, du coup, sur la question de la stratégie et pourquoi, en fait, stratégie, en effet, et design, donc tu as déjà commencé à en parler, et sur la question de la stratégie en particulier. Alors, nous, il y a une distinction qu'on aime bien utiliser au sein de cette équipe, c'est la distinction qu'on fait entre, d'un côté, la stratégie et de l'autre, la tactique. La tactique, c'est lorsque j'ai un objectif plus ou moins mesurable, mais un objectif, ou lorsque j'ai un problème et que j'essaye de résoudre ce problème ou que j'essaye d'atteindre cet objectif. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de manière générale l'exploitation. Or, le XXe siècle, c'est l'activité centrale d'une organisation était plutôt orientée sur l'exploitation, sur des enjeux tactiques, ou même la stratégie, hein, et on va essayer de voir pourquoi et en quoi il y a un enjeu stratégique un peu différent aujourd'hui. C'était d'essayer de se différencier par rapport aux autres, c'était essayer de s'adapter au marché, de créer une nouvelle opportunité d'affaires. Ça a été vraiment le business as usual, le statu quo des organisations et de la stratégie plutôt tactique pour le coup des organisations au XXe siècle.
Alors, au XXIe siècle, il y a, et je dirais, bon, c'est plus là au niveau de pas au niveau historique, mais plutôt au niveau de la prise de conscience et de la manière dont finalement la recherche, notamment pluridisciplinaire, comment dire, est rentrée dans cette question de l'anthropocène, se confronte à un enjeu stratégique évident. Alors, la stratégie ici, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de reconduire l'enjeu tactique d'adaptation à un environnement, d'atteinte d'un objectif, d'une résolution de problème, etc. C'est de repenser le problème, c'est de repenser peut-être la manière de mener une enquête. Et ça nous semble en lien notamment avec le design. Alors pourquoi le design? Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que le design, c'est relié à la question de l'habitabilité du monde. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur assez connu, Alain Findeli, qui définit même l'objet du design, la recherche en design, comme étant l'habitabilité du monde, penser et maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Alors ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on va dire, avec l'Anthropocène, s'il y a bien quelque chose qui est menacé, c'est l'habitabilité du monde. Et si on pense l'habitabilité du monde sous l'angle des organisations, du business as usual que je vous ai un petit peu présenté, le monde va devenir de plus en plus inhabitable. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt, en fait, de repenser d'autres critères qui vont rendre le monde plus habitable. C'est là où, pour nous, le design répond finalement à un enjeu stratégique qui ne peut pas se réduire à un enjeu purement tactique, purement opérationnel au sens classique des outils de gestion du XXe siècle. Pour donner un exemple qui a déjà été un peu évoqué par Alexandre, l'absence de neige. Qu'est-ce que je fais avec cette proposition, par exemple, si on devait adresser la situation, comment faire du ski sans neige? Comment faire du ski sans neige dans une station de ski ou ailleurs, etc. Et en quoi cette question, elle concerne à la fois le design et la stratégie? Il y a différentes manières de répondre. Il y a la réponse, on va dire, un peu existante, c'est-à-dire on va faire du ski à Dubaï, on va innover ou essayer de repenser des usages en matière de ski ou trouver des skis différents et penser peut-être l'adaptation des infrastructures de type station de ski à l'absence de neige, en diversifiant par exemple. Vous voyez, on retrouve les réponses, on va dire, classiques, attendues, qui ont quand même caractérisé le XXe siècle. Or, aujourd'hui, je pense que ces réponses ne sont plus opératoires. Elles ne fonctionnent plus, et c'est pour ça qu'il faut refaire de la stratégie en réalité. Et le design peut nous y aider. Le design, vu comme un prisme qui intègre un ensemble d'autres disciplines, qui n'est plus simplement le design appliqué, je pense qu'Alexandre en a déjà un petit peu parlé, peut nous aider à avancer finalement dans cette mission stratégique. Donc du coup, qu'est-ce que ce sera? De repenser peut-être le rapport aux pratiques, à l'identité du sport, aux infrastructures, avec cette ressource qui n'est plus une ressource disponible qu'on appelle la neige. Je pourrais juste un petit peu rajouter certains points sur des questions qui ont été posées dans la discussion, et notamment la question de la décroissance qui a été posée 2 ou 3 fois dans les questions. Et j'ai par exemple la question, les plans d'action liés à la décroissance et à la neutralité carbone sont nécessaires, mais ils sont parfois difficiles à entendre, pose une personne dans le chat. Y aura-t-il des cours de conduite de changement ou des cours nous apprenant à convaincre en entreprise? Ça, c'est un point quand même essentiel. Alors déjà, premièrement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi dans le master, ça sera de vous initier à des nouveaux concepts, à des nouvelles méthodes qui sont indirectement liées à la notion de décroissance ou en tout cas de redirection écologique, mais avec des prises beaucoup plus concrètes dans le monde de l'entreprise. Donc, on va travailler sur les notions de désinvestissement, qui sont des notions qui ont été déjà utilisées dans le cadre, par exemple, du désinvestissement en énergie fossile. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a toute une technicité qui implique la comptabilité, qui implique la finance, qui implique aussi la question des fusions-acquisitions, qui implique aussi la question du droit, la question des cessions, la question de l'accompagnement en termes de ressources humaines, de trajectoire professionnelle
lorsqu'on met en place un protocole de renoncement, etc., etc. Donc, tous ces éléments qui permettent de conduire une redirection écologique dans une entreprise ou dans une organisation, on va les voir dans leur technicité, justement. Donc, plus que de parler comme ça de manière très large et très méta de décroissance comme un horizon, nous, on préfère vraiment être les mains dans le cambouis et voir exactement quels sont les freins qui permettent à une entreprise de ne pas pouvoir renoncer à tous les segments de sa production, de son organisation qui sont incompatibles fondamentalement avec la biosphère, avec les limites planétaires, etc., etc. Et deuxième chose, c'est que nous, on est vraiment en lien très fort, parce qu'on fait des enquêtes maintenant depuis plus de 2 ans, sur justement tous ces milieux industriels, des directeurs d'usine, des top managers, des membres de board, et qui aujourd'hui, en fait, lisent les rapports du GIEC, lisent les différents. Alors, ils sont aujourd'hui encore minoritaires, mais malgré tout, ils sont en train de prendre conscience de la situation catastrophique dans laquelle on est et appellent, eux, à cette redirection écologique, pour l'instant de manière assez confidentielle. On essaye de capter cela, mais on fait le pari que dans les prochaines années, et c'est déjà le cas, hein, il y aura de plus en plus de transformations très fortes dans les entreprises, et c'est là où justement les futurs étudiants de ce master vont pouvoir intervenir. Donc, ils vont pouvoir intervenir d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire dire, voilà, ça c'est incompatible, faire des diagnostics très précis sur ce qui est encore possible de maintenir et ce qui n'est pas possible de maintenir. Et une fois et ça c'est une grande dimension. Et la deuxième dimension, c'est ensuite l'opérationnel. Comment vraiment mettre en musique, techniquement, des protocoles de désinnovation, des incubations, dislocation d'une supply chain, etc., etc. Donc, avec ces deux aspects en main, c'est-à-dire des nouveaux concepts, des nouvelles méthodes, et en même temps, cette connexion très forte avec les milieux organisés, avec les organisations publiques, privées, on est convaincu que les différents récits que l'on porte dans ce master vont être entendables. Et justement, ça sera aussi un des défis, c'est de savoir comment communiquer justement ces différents bouleversements et ces nouvelles méthodes dans dans les entreprises et dans les organisations. Et pour revenir à une question aussi qui a été posée, Alexandre, tu l'as bien précisé, on a 17 partenaires et ces 17 partenaires montrent bien en fait l'attente qui est aujourd'hui assez importante, hein, même si pour l'instant ce n'est pas généralisé à l'ensemble du secteur industriel, bien évidemment, hein, mais on est là pour justement transformer les choses. Mais on a dans les partenaires des grandes entreprises industrielles du CAC 40, on a des think tanks et des organisations internationales qui nous soutiennent, qui disent que là, il y a une vraie innovation, une vraie rupture dans le programme pédagogique et on est assez fiers de pouvoir les compter parmi nous. Le Shift, bien évidemment, que beaucoup de gens connaissent, qui a été quand même un think tank fondamental dans le changement de paradigme écologique dans ces dernières années. On a l'ONU, bien évidemment. On a comme je le disais, des régions, on a également des métropoles qui nous soutiennent et qui ont des vrais problèmes redirectionnistes. Comment transformer la commande publique, comme je le disais tout à l'heure, comment mettre en place un protocole démocratique de renoncement, comment gérer des communs négatifs, et ainsi de suite. Et ensuite, on a également des entreprises qui sont, enfin des entreprises ou des projets qui sont dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, par exemple un incinérateur. On a des partenaires qui sont vraiment qui se posent toutes ces questions-là et qui vont faire le pari avec nous que le redirectionnisme a une place dans l'entreprise, a une place dans les organisations. Peut-être pour prendre la suite, avant de préciser quelques éléments concrets dont j'ai essayé de parler sur le chat, mais pour prendre la suite de ce que Diego vient d'indiquer justement sur comment porter le discours au cœur des organisations, parce qu'évidemment, c'est sans doute une question que beaucoup d'entre vous se posent. Nous, effectivement, on mène un projet de recherche depuis plusieurs années maintenant, qui est le projet Closing Words, où on va voir justement au cœur des organisations comment ça se passe.
comment l'Anthropocène fait irruption, justement. Alors, je vois juste des remarques là-dessus. Mes organisations ne sont pas monolithiques, c'est-à-dire qu'au cœur des organisations, il peut y avoir des endroits où on se pose plus ces questions et d'autres, évidemment, on ne se les pose pas du tout. Et puis, par ailleurs, ce qu'on observe beaucoup, nous, et c'est le point sur lequel je voulais insister, c'est sur le hiatus entre le on et le off des discours qu'on peut récupérer. C'est-à-dire entre le on où en on, les gens vont continuer à tenir un discours qui est un discours corporate habituel, tout simplement parce qu'il n'existe pas forcément d'espace au cœur de l'organisation ou même en dehors où on peut s'exprimer sur ces questions-là sans encourir finalement des risques trop importants. Risques de nature évidemment divers et variés. Par contre, quand on discute en off, on a des gens, y compris dans des top managers ou dans des positions importantes, voire très importantes, qui en fait nous font assez facilement part finalement de leur effroi, ce que le sociologue Cyprien Tasset appelle un effroi catastrophiste. Donc, ils ont été travaillés par ce dont parlait Diego, ces rapports du GIEC, ces rapports de l'IBES, etc. etc. Ce n'est pas des beatniks du Larzac qui leur disent qu'il faut devenir écologiste. C'est au contraire là des grands instituts, des grandes institutions internationales portées par un effort scientifique commence à faire une alerte qu'on ne peut pas éviter de prendre au sérieux, à moins de virer complètement climato-négationnisme, ce qui est encore un autre qui est très, très coûteux, on va dire, par ailleurs. Du coup, voilà, un des enjeux, c'est d'arriver finalement à faire passer ces discours qui aujourd'hui existent à l'état du off, finalement, à l'état de discours que l'on peut, si ce n'est assumer publiquement, au moins que l'on peut porter au cœur de l'institution pour être en capacité de développer cette réflexion stratégique dont Emmanuel parlait il y a quelques instants. On est dans ce paradoxe où on a parfois un État aujourd'hui qui essaye de faire plaisir à certaines entreprises, qui essaye de prendre des mesures en imaginant ce que les entreprises voudraient et qui va en fait opérer plus de dérégulation, alors que lorsqu'on discute avec certains patrons, certains top managers, ils nous expliquent qu'eux-mêmes, évidemment, ne peuvent pas mettre en place plus de régulation, mais qu'ils voudraient avoir affaire à des régulations pour agir sous contrainte parce qu'ils ne peuvent pas se fixer eux-mêmes des contraintes dans l'univers concurrentiel dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, pour certains, en fait, leur volonté, ce serait, au-delà des clichés, en fait, qu'on arrive à leur imposer finalement des contraintes avec lesquelles ils pourraient enfin agir pour affronter finalement ce type de situation. Et je pense que par rapport à ça, pour ne pas rester trop longtemps dans ce jeu de dupes, et la crise actuelle peut-être va, entre guillemets, y aider, même si évidemment elle fait plus de dégâts qu'autre chose, mais en tout cas, elle peut accélérer en partie les choses, notamment du point de vue des effets de seuil. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, et peut-être que ce moment justement se rapproche, eh bien, il y a des entreprises dont on pensait qu'elles allaient perdurer, qui vont en fait tomber, ou certains secteurs entiers qui vont commencer à disparaître dans la mesure où on va se rendre compte qu'ils ne sont absolument plus viables. On voit à quel point les entreprises, les organisations aujourd'hui sont vulnérables à travers des crises comme celle-là. Si ces crises deviennent récurrentes ou endémiques, ça veut dire des changements qui vont être des changements en cascade. Donc, il va falloir les opérer. Et du coup, on peut soit avoir une remise en cause et des espèces d'effets de seuil qui sont franchis pour des raisons physiques ou, j'allais dire, biologiques, des pandémies, le réchauffement, des problèmes liés, je ne sais pas moi, aux récoltes ou à autre chose, des raisons comme ça très, très physiques. Ou alors, ça peut être aussi des raisons juridiques, c'est-à-dire que la situation se dégradant, eh bien, à un moment donné, les États qui jusque-là étaient plutôt dans la dérégulation, eh bien, se rendent compte qu'ils sont obligés d'agir et à ce moment-là, ils vont le faire tout d'un coup de manière drastique et ça va opposer comme ça des contraintes immédiates aux entreprises qui vont devoir y faire face du jour au lendemain si elles n'ont pas anticipé ça dans leur stratégie. Donc, dans les deux cas, les entreprises vont faire face à un mur. Et donc, pour éviter que ce soit un mur ou un crash, pour reprendre la métaphore de l'atterrissage, on est là pour justement commencer à travailler cette question de l'atterrissage progressif, de l'atterrissage par palier, pour éviter que ces situations n'adviennent trop violemment. Diego, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, il y avait une question importante. Est-ce que, alors je la reprends très rapidement, existe-t-il déjà des méthodes, outils, protocoles sur le renoncement et la dislocation qui seront enseignés pendant la formation ou reste-t-il à concevoir et à tester? Les deux, justement, parce que contrairement à l'idée reçue, un protocole de renoncement, il est situé, il est local, donc il doit s'adapter justement grâce à l'enquête qui est
le premier grand module qu'a présenté Alexandre tout à l'heure. Grâce à l'enquête, il faut adapter les outils de la redirection écologique à chaque situation écologique critique. Et donc, nous, on a des outils, on a développé ces derniers temps des outils justement qui permettent de mettre en place relativement rapidement des protocoles de renoncement, notamment dans les milieux industriels ou dans les organisations, les institutions publiques, des métropoles, des régions, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi dans l'éclosion de projets ministériels. Donc, on va vous présenter ces outils-là, qui sont des outils un petit peu, qui font une torsion aux outils de gestion, de pilotage par projet classique, en essayant de les adapter à l'anthropocène. Et ça permet justement, là aussi, d'utiliser ces outils, ces techniques pour convaincre les décideurs qu'il va falloir prendre des décisions fortes dans les prochaines années. On insiste quand même sur cette question-là à plusieurs égards, mais c'est quand même important de le préciser. Et ensuite, on va travailler, comme l'a dit Alexandre, également avec des commanditaires, c'est-à-dire des organisations, des institutions qui vont passer des commandes au master, et les étudiants, dans leurs projets fil rouge qu'ils vont développer sur l'ensemble de l'année, accompagner des designers, des chercheurs en SHS et des chercheurs en sciences dures, modèles complexes, etc., vont pouvoir travailler cette commande et proposer une réponse à ces commanditaires. Et ça peut être n'importe quel type de commanditaire. Ça peut être une association, ça peut être une association d'éleveurs, par exemple, une association d'agriculteurs. Nous allons travailler notamment sur un projet avec une AOP, par exemple, une AOP qui aujourd'hui, avec le Covid, avec la sécheresse, avec les tensions sur les marchés agroalimentaires, est en train de connaître un véritable effondrement, va passer commande au master en disant, voilà, nous, on a besoin de savoir quelle est la bonne stratégie aujourd'hui. Et l'équipe d'étudiants designers vont se mettre au travail et encadrés par nous, par le personnel formateur, pour designer une réponse, alors pas une solution dans le sens classique du terme, voilà, notre solution c'est en 3 points, etc., mais quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour pouvoir justement organiser cette adaptation stratégique, cette responsabilité stratégique beaucoup plus élargie, etc., etc. Donc, cette notion de commande elle est quand même importante à préciser et elle est centrale dans notre modèle pédagogique. Merci beaucoup Diego. Alors, juste en écho à ce que tu viens de dire, et puis pour répondre à deux autres questions, il y a aussi une dimension, d'ailleurs tu pourras y revenir parce que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, que l'on ne délaisse pas non plus, c'est la dimension juridique, et aussi politique, puisque voilà, il y a aussi des changements qui doivent intervenir à l'échelle juridique en travaillant avec des collectifs, mais aussi par exemple pourquoi pas des communes, des mairies qui aujourd'hui, par exemple, je pense à celles qui prennent des arrêtés, par exemple, sur anti-pesticides. On voit bien que là, on a des luttes entre des communes qui prennent des arrêtés, le préfet qui retoque les arrêtés. Donc, on a des conflits intra-institutionnels. Donc, ça veut dire que la dimension intra-institutionnelle, juridique, elle n'est pas du tout à négliger. Et donc, ça fait partie aussi des leviers qu'on veut mettre en avant. Le fait d'imaginer un droit ascendant, le fait de remettre le commun au cœur des choses, c'est une façon aussi de s'emparer d'autres leviers que les leviers organisationnels, managériaux traditionnels, mais qui sont évidemment complémentaires parce qu'il faut agir sur toutes ces dimensions. Donc, je vais juste préciser ce point-là. Il y a eu une question sur le numérique. Est-ce qu'il y aura des éléments sur le numérique et sur la sémantique? Voilà, sur le vocabulaire et la sémantique. Alors peut-être commencer par le vocabulaire. Le vocabulaire, oui, dans la mesure où c'est quelque chose dans le cadre du projet Closing Words que l'on travaille énormément, y compris d'ailleurs avec d'autres personnes, un artiste notamment lyonnais qui s'appelle Digital Humain, avec qui on travaille beaucoup sur ces questions-là pour illustrer un petit peu ces changements de vocabulaire, tout ce qu'on fait autour des questions de déstauration, de désinnovation, de désincubateur. Donc effectivement, on a déjà un projet en cours sur ces questions pour poser un petit peu ce vocabulaire et puis le partager plus largement. Donc oui, ces enjeux-là sont pour nous très, très importants puisque
dans le cadre du projet Closing World, ça fait partie aussi de ce qui nous a permis d'introduire finalement de nouveaux questionnements auprès des organisations et en même temps d'arriver à se faire entendre alors que c'était complètement décalé au départ avec leur imaginaire et leurs attentes. Donc là, de ce point de vue-là, oui, la réponse est oui, c'est quelque chose qu'on investit énormément. On investit beaucoup dans Closing Words et on pourra l'investir aussi conséquemment dans le cadre du master. Puis il y avait une question sur le numérique. Alors sur le numérique, oui. Alors moi, ça fait 5 ans maintenant que je travaille sur la question de l'avenir ou de la fin, dans certains cas, du numérique. Donc il y aura toute une réflexion sur la viabilité du numérique avec des gens qui sont assez spécialisés dans ces questions-là. Des réflexions aussi sur, par exemple, numérique et low-tech. Alors, low-tech étant pas forcément le meilleur mot quand on veut parler de numérique parce qu'il n'y aura jamais de transistor low-tech, un transistor faisant une douzaine d'atomes aujourd'hui, mais en tout cas, on peut imaginer d'autres façons de faire du numérique. Donc oui, il y aura du travail là-dessus, notamment avec moi, avec Gauthier Roussy, designer qui travaille beaucoup sur ces questions. On a même des surprises là-dessus. On veut mettre en place des choses assez rigolotes. Et puis même sur le numérique aussi, comme modèle aujourd'hui un petit peu alternatif, non pas se poser la question de l'avenir du numérique, mais se dire que le numérique demain, de toute façon, va s'imposer. Et il y a des modèles aujourd'hui qui essayent d'imposer cette vision-là. C'est le cas, par exemple, du modèle chinois de civilisation écologique qui est en partie basé sur un contrôle opéré par le numérique. Et c'est un modèle d'ailleurs qui sert de référent aux gens qui veulent, en France ou dans nos démocraties, imposer une surveillance par le numérique toujours plus importante. Et pour le coup, là, on le voit très clairement avec la crise du Covid et de la Covid, pardon, du coronavirus, de la Covid. Il faut être précis et pas invisibiliser les termes féminins. Donc, on le voit aujourd'hui et la Chine devient une sorte de référent pour imposer ce type de démarche. On a quelqu'un justement qui va nous faire un cours sur ce modèle chinois qui aujourd'hui se pose un petit peu au niveau mondial comme un modèle que la Chine essaie d'exporter un petit peu partout et qui peut même avoir des conséquences chez nous. Ce n'est pas que le modèle de crédit social que vous connaissez peut-être via Black Mirror et ce genre de choses. Il y a encore d'autres choses qui sont beaucoup moins connues, mais qui est tout aussi intéressant d'étudier. Et quand on se pose la question effectivement du numérique, c'est un des aspects auxquels il faut évidemment réfléchir en priorité. Donc la réponse est oui, on va tout à fait réfléchir beaucoup à cette question du numérique. Moi, j'étais dans un institut avant, j'étais chercheur chez INRIA entre 2014 et 2017. Donc INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, même si maintenant, ce n'est plus un acronyme, mais une marque. Et le sous-titre d'INRIA, c'était « Les inventeurs du monde numérique ». Donc il y a toujours, dans certains pans évidemment de la société, de l'industrie et même des politiques publiques, cette idée que le monde de demain sera un monde numérique. Donc, évidemment, dans le cadre d'une formation comme celle-ci, il faut évidemment le prendre en considération et le travailler. Je voulais juste apporter peut-être aussi des éléments de réponse par rapport à la question d'Alexis sur le fait que sortir du paradigme de la croissance durable n'allait pas être une tâche aisée. Donc du coup, et pour aussi être en lien avec ce que disait Diego sur la dimension opérationnelle, notamment, il y a un atelier qui va porter sur les business models. Alexandre en a parlé, il y a un effet de standardisation, de clichés, qui sont associés aussi bien aux outils, aux réponses, qu'à la manière dont on se projette, dont on se représente le futur notamment, comme tu viens d'en parler. Je pense que les business models et les outils qui sont associés au business model n'y échappent pas, en quelque sorte. Donc, il faut essayer dans cet atelier, l'objectif, et je vois que Marie-Cécile Pacard, qui s'est connectée, donc participera avec moi à cet atelier de redesign. Salut Marie-Cécile. De redesign des business models en prenant notamment l'exemple des low-tech, en montrant aussi les incompatibilités avec on va dire, la présentation qu'on pouvait se faire en termes justement de croissance durable, en termes de développement durable, etc. Donc du coup, il y a le redesign ou le design, l'activité de design ne porte pas sur, ça Alexandre on l'avait bien précisé aussi au début, au début de sa présentation, il peut aussi porter sur des outils de gestion, de reconcevoir finalement des outils de gestion, les modifier, voilà. Alors peut-être pour enchaîner sur les aspects pratiques que j'ai annoncés tout à l'heure et puis ensuite vous laisser poser des questions.
Donc peut-être en vous manifestant à nouveau sur le chat, et puis cette fois-ci en prenant peut-être la parole. J'essaie de répondre à tout le monde en pareil, donc si je n'y arrive pas, je m'en excuse, c'est juste que j'essaie d'articuler le fait de parler à tout le monde. Oui, un aspect, donc deux aspects importants, très pratiques, que je voulais quand même mentionner avant qu'on poursuive la discussion. Le premier aspect, c'est quelque chose qui nous est remonté des discussions avec des étudiants intéressés par la formation, notamment ces derniers jours, ces dernières semaines, concernant le fait que la formation aura lieu à Lyon intégralement sur le campus de Strat Lyon, juste à côté de la gare de Perrache, dans le quartier de Confluence. L'idée, c'était au départ, et on va toujours le maintenir, évidemment, d'avoir des cours en présentiel. On aura des enquêtes de terrain, on aura des ateliers, donc ils vont nécessiter quand même d'échanger les uns avec les autres. Néanmoins, on se rend compte que la situation actuelle est sans doute pour longtemps et peut-être même définitivement va changer un petit peu nos conditions de mobilité. Et sans doute que le réchauffement climatique et ce qui s'annonce ensuite ne va pas non plus nous ramener à des conditions antérieures où on se déplaçait exactement comme on le voulait, comme on l'imaginait possible. Du coup, on va proposer une partie des cours en distanciel. Alors, non pas en supprimant les cours en présentiel, on va maintenir tous les cours en présentiel. Et pour celles et ceux qui auront des difficultés, j'ai indiqué en réponse sur le chat, mais je le dis à tout le monde n'a peut-être pas vu ma réponse. Pour celles et ceux qui auraient des difficultés éventuellement à aller sur Lyon, qui auraient déjà un travail, etc., ou qui auraient besoin de facilité, de souplesse pour cumuler une activité et puis à côté le fait de suivre des cours. Donc les cours, les suivre en distanciel permettant de les suivre le soir, le week-end, à d'autres moments, sur certains jours qu'on a choisis, etc., etc. Pour ces personnes-là, donc on va donner la possibilité, pour tout ce qui concerne les cours théoriques notamment, de les suivre en distanciel, ce qui va alléger évidemment considérablement les choses et va leur permettre peut-être de justement pouvoir s'inscrire sans trop de difficultés, même s'il faudra dégager aussi des moments, évidemment, on pourra se voir, on aura ce travail de terrain qu'on va effectuer. Voilà, on va faire preuve d'un maximum de souplesse parce que je pense que la période, tout simplement, y invite. Voilà. Deuxième élément que je voulais mentionner, que j'ai annoncé au départ, c'est l'occasion d'en parler, c'est le fait que avec ces commandes, avec ce système de commandes qu'on a travaillé d'ailleurs depuis pas mal de temps maintenant en s'inspirant d'une initiative que j'apprécie beaucoup, qui est l'initiative des nouveaux commanditaires portée par la Fondation de France, en reprenant cette initiative dans le cadre d'un projet de recherche qu'on mène depuis maintenant 3 ans qui vise à reprendre ce principe de la commande en matière de recherche. On reprend tout ce travail qu'on a effectué dans un cadre cette fois-ci pédagogique. Ces commandes, donc on va solliciter ces organisations, ces institutions, et on va leur demander aussi en contrepartie de verser une certaine somme d'argent à des fondations. Donc on est en discussion avec des fondations pour valider cela, mais en tout cas sur le principe lui-même a déjà été validé par la Fondation de France, donc il n'y a pas de problème, c'est faisable. Donc on est en discussion maintenant avec les acteurs qui vont nous permettre de mener ça à bien, pour que donc ces compensations entre guillemets qui vont être versées puissent ensuite être réutilisées pour attribuer des bourses à nos étudiants. Donc voilà, il y a aussi cette idée d'aider à financer les études par ce système et en plus qui est assez avantageux pour les entreprises puisque après déduction de dons à une fondation, ça leur reviendra grosso modo pour un travail qu'on va accompagner, encadrer, etc., etc. Ça leur reviendra à moins de 3 jours de consulting. Donc là encore, s'il y a un intérêt, et puis il y a un deuxième intérêt aussi, qui est que beaucoup de cabinets aujourd'hui, certains cabinets en tout cas, et notamment des grands cabinets qu'on peut solliciter pour avoir des réponses sur des enjeux stratégiques, eh bien aujourd'hui ne donnent pas forcément des réponses complètement satisfaisantes. Parfois même, je ne donnerai pas de nom, mais peuvent éventuellement reconduire une forme de vide stratégique. Et là, au contraire, on va vraiment prendre à bras le corps ces enjeux stratégiques et essayer de les traiter d'une manière qui n'est peut-être pas encore disponible ailleurs sur le marché avec nos étudiants. Donc voilà, c'est aussi un des intérêts de la chose. Et puis on va mettre en place d'autres mécanismes pour aider au financement de ces formations, notamment Strat a un système consistant à faire des projets collectifs avec, par exemple, des entreprises. Si on met ça en place, et c'est quelque chose que Strat pratique déjà, on pourra là encore défalquer une certaine somme d'inscription de nos étudiants. Donc, c'est vraiment une préoccupation aussi pour nous de mettre en place ce système. Voilà.
Il y a une question liée à effectivement, peut-on bénéficier donc d'une bourse sans avoir un commanditaire suffisamment massif pour payer cela? Imaginons une suite de petits acteurs populaires en cours d'effondrement, des collectifs citoyens, associations, mouvements sociaux, etc. Oui, dans le protocole que nous allons mettre en place justement de la commande, l'objectif n'est pas seulement de répondre à un commanditaire global massif, mais aussi de former des coalitions pour pouvoir intégrer dans les demandes qui vont être adressées au master, bah justement tout ce tissu de collectifs, d'acteurs situés et qui sont d'ailleurs aujourd'hui très avancés sur le diagnostic de la situation écologique et de la catastrophe climatique. Et donc, bien évidemment, toutes les possibilités sont possibles, en tout cas les deux qui sont cités là-dessus, c'est-à-dire soit une coalition d'acteurs qui vont passer une commande au master, soit justement un commanditaire principal qui a une vraie question technique, je ne sais pas moi, encore une fois une région ou une entreprise qui veut transformer son organisation industrielle pour l'annexer aux disponibilités locales de ressources territoriales, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être configurées. Donc en fait, on va vraiment être aussi dans l'accompagnement de ces coalitions, de ces mises en place de la commande. Et donc, tout est envisageable. Il y avait une autre question sur les critères de sélection. Alors, Alexandre, on a parlé très rapidement tout à l'heure. Je crois que c'est Maud qui posait la question. Déjà, il y a effectivement un premier critère qui est celui des diplômes, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site web avec précision quels sont les prérequis de base, on va dire, pour pouvoir candidater à notre diplôme. Et ensuite, bah, on fait un entretien avec ceux qui sont intéressés et bien sûr volontaires pour intégrer cette promotion, pour justement sonder un petit peu quels sont les grands projets, les grandes motivations qui sont présentes chez lui ou chez elle pour pouvoir intégrer notre master. Et dans ces critères, plus que des éléments techniques ou des éléments d'évaluation précise sur ce qui a été fait ou pas, c'est plutôt une valorisation du projet redirectionniste qu'on va essayer de sonder et de mettre justement en lumière. Le but, c'est effectivement qu'on puisse avoir le plus possible d'étudiants qui soient vraiment partants pour justement embrasser toutes les questions qu'on a essayé d'exposer tout à l'heure. Ensuite, il y a une question de Eloy Rachel. Est-il prévu d'intégrer les usagers clients de ces entreprises ou de ces organisations sur lesquelles on va travailler afin de co-créer des solutions, méthodes de design social? Alors, bien évidemment, pour répondre à cela, il y a deux éléments essentiels. La première, c'est encore une fois cette notion de commande qui implique nécessairement et obligatoirement un travail lié indubitablement avec les acteurs des transitions ou des redirections que l'on va essayer d'opérer. Et deuxième chose, c'est qu'on va vous équiper à travers des nouvelles méthodes d'enquête, donc des nouvelles méthodes d'enquête qui sont présentées dans le premier bloc de compétences à l'arrivée, au démarrage de notre formation, et qui sont à la fois inspirées de l'ethnographie moderne, du pragmatisme, mais aussi de toutes les stratégies d'enquête que le design aujourd'hui met en place et qui sont extrêmement intéressantes et qui pour l'instant sont parfois réservées aux écoles de design. Mais là, justement, comme notre diplôme essaye de faire converger différents types de profils, ça permet justement de diffuser ces modèles. Et dans tous ces modèles, bien évidemment, vont être enracinés sur ce que nous on appelle la co-enquête, c'est-à-dire enquêter avec les acteurs et non pas dans une dynamique de surplomb obligatoirement. Donc, toutes ces questions-là, bien évidemment, sont intégrantes de notre démarche plus profonde. Et peut-être ajouter aussi un élément dont on n'a pas parlé non plus jusqu'à présent, qui est le fait aussi qu'on est en train d'imaginer que ces enquêtes qu'on va mettre en place, notamment l'enquête de terrain initiale et puis
aura d'autres enquêtes dans le cadre du quatrième module auprès de collectifs qui sont déjà en fait des collectifs d'enquête qui affrontent ces questions, qui ont déjà développé des savoirs, des nouvelles institutions, des nouveaux modèles. Donc, on va aller évidemment les voir pour travailler avec eux, voir comment travailler avec eux, s'en inspirer, les aider, etc. etc. On est en discussion avec des universités à l'étranger, notamment en Amérique du Nord et en Scandinavie, pour mettre en place aussi des modules d'enquête délocalisés où d'autres étudiants sur place pourraient aussi travailler sur un certain nombre de territoires ou de terrains qui seraient pertinents au regard de l'Anthropocène, et on pourrait imaginer une mise en commun, ce qui serait tout à fait intéressant pour comparer les cadres juridiques, les cadres légaux, les types de questions qui se posent, même les différences entre écosystèmes, entre situations. Voilà, c'est quelque chose qu'on est aussi en train d'essayer de mettre en place, mais on est assez optimiste par rapport à ça. Ça ne pourra que enrichir aussi notre formation. Voilà. Je crois qu'il y a eu deux questions sur l'intégration du cursus dans des projets de recherche ou dans le but de poursuivre ensuite sur un master recherche. L'avantage de notre master, c'est il est assez facilement ouvert à une certaine personnalisation de la trajectoire étudiante. Et donc, bien évidemment, tout est possible, possible dans le cadre de ce qui est notamment faisable avec les universités, avec les écoles doctorales et tout ça. Alors, on est bien d'accord ici, il s'agit d'un Master of Science et pas d'un Master 2 classique. Donc, souvent, les gens qui font un Master of Science, la plupart du temps, on va dire, le font pour se spécialiser sur un domaine. Donc, ce n'est pas, sa vocation première n'est pas de former à la recherche, ce n'est pas un master de recherche, mais pour autant, ça ne veut pas dire que progressivement, on ne va pas intégrer ces connexions avec la recherche dans le cadre pédagogique, mais aussi dans le cadre de certains partenariats qu'on pourrait envisager. Ce qui est aussi possible, c'est de faire le Master of Science en même temps qu'une thèse de doctorat, vu que justement, ce qui va être mis en place dans les projets fil rouge des étudiants sera absolument cohérent avec une démarche classique d'enquête dans le cadre d'une thèse de doctorat. Donc pour répondre à cette question-là, bien évidemment, c'est totalement faisable. Ah oui, il y avait pas mal de questions aussi sur la formation continue. Je ne sais pas si Alexandre t'a répondu ou pas. J'ai répondu sur le chat, effectivement. Donc là, en fait, il faut voir la situation de chacun. Donc, sur la formation continue, on est ouvert en formation initiale et en formation continue. Alors, pas en alternance, parce qu'on sait que dans les médias, ça ne s'y prêtait pas forcément, ça peut être un peu compliqué. Mais on est ouvert à la formation continue. Après, pour ce qui est des modalités, donc, nous ne sommes pas malheureusement intégrés au RNCP, mais pour des raisons en fait qui ne sont pas de notre fait, qui est qu'il faut attendre 2 ans et satisfaire un certain nombre de critères après la création d'une formation pour pouvoir être enregistré au RNCP. Donc, nous ne pouvions pas l'être encore. Par contre, il y a d'autres dispositifs qui existent. Après, il faut voir vraiment en fonction des cas individuels quelles sont les possibilités. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, moi, je peux vous aiguiller vers les personnes qui pourront, dans ce cas-là, répondre à vos questions. Évidemment, on peut aussi imaginer que ce principe de la commande, on l'applique aussi dans une perspective de formation continue en se disant que, par exemple, une entreprise va commissionner un salarié pour prendre en charge une tâche qui va être une tâche justement stratégique pendant une durée de 8 mois plus le temps de stage. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut après mettre en place. Et si vous avez besoin que, par exemple, on vienne présenter la formation auprès d'une entreprise partenaire ou auprès d'une collectivité ou autre, évidemment, on peut aussi vous aider à monter votre projet en amont. Il y a une question, est-ce que les travaux issus des processus d'enquête seront rendus visibles et lisibles plus largement? Alors, en principe, bien évidemment que oui, surtout, d'autant plus, je dirais que dans Closing Wars, dans Origins et dans les travaux que l'on mène, et Alexandre a beaucoup travaillé cette question-là, notamment en lien avec les équipes
de la mine Oxamine à Lyon, et Salut. qui sont les processus d'ailleurs qui sont là, hein, présents, hein, on les salue, qui sont des processus de documentation. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est de documenter tout au long du parcours étudiant, du parcours pédagogique, de documenter les expérimentations, les expériences, les enquêtes et tout le processus justement de construction des différents livrables, des différents rapports que l'étudiant pourra rendre dans le cadre de sa formation, mais aussi dans son interaction avec les commanditaires. La seule contrainte, ça sera de respecter bien évidemment des consignes particulières qui pourraient émerger liées à la confidentialité de certaines actions que l'on pourrait mener avec des entreprises ou des organisations qui ne souhaitent pas justement diffuser un certain nombre de travaux. Mais on va essayer le plus possible que tout ça soit bien évidemment ouvert. Il y avait une autre question qui était Ah, ah oui, vous ne craignez pas que la situation sanitaire puisse éventuellement obliger de passer à un enseignement à 100% distanciel? Je ne sais pas si tout le monde était là au moment où Alexandre le précisait. Pour l'instant, on maintient le plus possible l'utilisation des deux principes distanciels et présentiels. Après, effectivement, si il y a de nouvelles consignes sanitaires qui s'imposeront à la rentrée, ben, on s'adaptera et dans ce cas-là, le diplôme justement sera différent à ce titre-là. Mais voilà, on est déjà en train de travailler ces questions-là pour faciliter le plus possible le passage d'une modalité à une autre, à un autre. et par ailleurs, on a la chance d'investir un campus celui de Strat Lyon, qui doit être un des rares endroits où on peut développer une activité pédagogique à la rentrée en respectant les consignes, puisque ça va être la deuxième année seulement que Strat va accueillir des étudiants et il n'y aura l'an prochain que 2 promotions. Donc, ça va faire un grand bâtiment pour finalement encore assez peu d'étudiants. Donc, on sera aussi en capacité, si on peut les respecter, justement de respecter ces mesures sanitaires, s'il n'y a pas évidemment un confinement à nouveau généralisé. Mais comme on se donne la possibilité de faire et le distanciel et le présentiel, s'il y a une nécessité de basculer pendant un temps sur le distanciel, on sera en capacité évidemment de le faire vu ces décisions qu'on a prises. Juste, oui, je voulais dire, par rapport à la question qui était posée avant sur est-ce que ces outils, ces leviers d'action finalement qu'on va élaborer collectivement vont être disponibles? La réponse, évidemment, Diego l'a dit, c'est oui. Hein. Je remets juste une couche. Notre projet de recherche, c'est Closing Words, c'est pas Enclosing Words. Donc, on ne veut pas évidemment produire de nouvelles enclosures. Donc, évidemment qu'un des résultats, c'est de transformer finalement ces leviers à chaque fois que c'est possible en commun, que d'autres vont pouvoir se réapproprier, sur lesquels d'autres vont pouvoir travailler. Même d'un point de vue même purement commercial, hein, ça n'a pas d'intérêt finalement de donner accès à un savoir complètement mis derrière des enclosures à nos étudiants, puisque le grand intérêt, c'est qu'il y ait de plus en plus d'organisations qui puissent se saisir de ces leviers pour que derrière, il y ait de plus en plus de profils qui soient rendus légitimes pour travailler sur ces questions-là au sein des organisations, des institutions. Et donc là, il n'y a pas de mise en concurrence absurde. On est vraiment dans une logique de commun au maximum. Il y a une question très intéressante aussi qui est liée à la… je l'ai perdu. Elle a disparu, c'est pour ça. Ah, question qui a disparu. Alors, pour ça, moi, j'ai posté la liste des professeurs. Ah oui, un aperçu des professeurs. Oui. Je peux rapidement commencer, vous Oui, vas-y. compléterez. Alors, effectivement, on a vraiment cette idée de mettre en coalition des chercheurs, des designers, des artistes, des chercheurs en SHS ou en sciences de la vie de la Terre, en sciences du climat, etc. Ça a été une ambition première du projet. Et donc, vous allez avoir des intervenants qui sont vraiment en ligne, en phase avec ces questions
de redirection écologique, c'est-à-dire un peu plus loin, notablement plus loin que la question du développement durable et de la RSE. Donc, vous aurez des experts en modélisation, comme l'a dit Alexandre, qui vont intervenir dans les récits macro de l'Anthropocène pour bien comprendre ces questions-là, pour bien comprendre qu'est-ce qui se joue dans les modélisations du climat ou les modélisations de l'effondrement écologique que peuvent utiliser ou manipuler les grands organismes internationaux qui travaillent sur ces questions-là. Nous allons avoir des intervenants de l'équipe STIP de l'INRIA de Grenoble qui sont, eux, vraiment, à mon avis, très en avance sur la question de l'adaptation des organisations économiques à la disponibilité des matières premières, à l'alignement vis-à-vis des limites planétaires. Donc là aussi, avec des modèles ingénieriaux très intéressants et très novateurs et très singuliers. Nous allons avoir des designers comme Marie-Cécile Paccard qui est ici dans la discussion et qu'on salue et qui travaille maintenant depuis de nombreuses années avec ses collègues de Common Future sur la question du design pour l'Anthropocène. Nous allons avoir des designers tels que le collectif Bureau d'études qui sont, à mon avis, vraiment les plus intéressants aujourd'hui sur le design de cartographie de l'Anthropocène. C'est vraiment très, très intéressant comme travail qui est fait, là aussi en mêlant l'enquête ethnographique et le design graphique, avec des démarches participatives bien évidemment, et très, 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 très intéressantes. Nous allons avoir des cours de gestion, bien évidemment, avec ce qu'a exposé Emmanuel, notamment, et des ateliers de réflexion sur la question du bouleversement qu'induit l'Anthropocène sur les business models, sur la comptabilité, sur les métriques organisationnelles, sur les outils de pilotage, sur le lean management, sur la supply chain, donc des choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des modules qui permettent de mettre la main dans le cambouis et qui sont vraiment, vraiment là aussi assez singuliers par rapport au paysage pédagogique. Nous allons avoir des cours également de droit, des cours sur les communs, donc avec là aussi des designers et des gens qui travaillent ces questions techniques. Donc voilà, on va vraiment avoir des coalitions assez larges d'enseignants-chercheurs et qui vont représenter différentes disciplines. Je parlais du design, de l'anthropologie, de l'écologie, des sciences écologiques en règle générale, de la modélisation, etc., etc. Je ne sais pas, Alexandre, si on a un document peut-être, ouais, Oui, alors qui illustre un peu ça. Hein. ouais, effectivement, sur la brochure que Strat a réalisée, vous trouverez les noms des différents intervenants, alors que les intervenants qui vont être présents dans le cadre des cours. Comme je l'ai indiqué, il y a d'autres ateliers qui vont s'ajouter, qui vont varier, encore une fois, qui ne sont pas obligatoires, mais qui seront intéressants néanmoins et qui vont varier d'une année sur l'autre. Donc, du coup, voilà, vous pouvez retrouver sur la brochure de Strat. Alors, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez passer par le site de Strat pour la récupérer. J'avoue que je ne sais pas si on peut mettre en ligne une brochure via Zoom. Je ne vais pas essayer peut-être maintenant, mais voilà, vous retrouvez les noms des intervenants avec des profils qui sont des profils de chercheurs d'une part, des profils de professionnels dans le design ou dans d'autres domaines. Vous avez aussi des chercheurs d'ailleurs en design. Et même parmi les professionnels, vous en avez beaucoup qui sont à cheval entre le monde académique et le monde professionnel, puisque c'est des gens parfois qui ont un doctorat et qui néanmoins exercent leur activité en dehors du monde académique, ont une carrière en dehors. Mais donc, ça veut dire qu'ils sont aussi tout à fait susceptibles de comprendre quelles sont les problématiques qui sont à cheval entre la recherche et le monde des organisations, le monde des institutions, ce qui évidemment pour nous est tout à fait intéressant. Voilà, du coup, je vous renvoie à cette brochure si vous voulez plus d'éclaircissement sur nos partenaires. Il y a aussi une dimension régionale qui est liée justement à ces partenaires, puisque on a des gens qui sont en région Aura, qui ont parfois une visibilité qui dépasse évidemment
la région aura, mais qui néanmoins sont installés dans cette région, donc ils la connaissent, ils travaillent. Et pour nous, c'était intéressant justement, vu que l'enjeu, c'est aussi d'en explorer en partie les paysages et la manière dont cette région peut être affectée par l'Anthropocène. Ce que je propose peut-être, c'est de laisser éventuellement Marie-Cécile dire deux mots si elle le souhaite, que ce ne soit pas juste Diego, Emmanuel et moi qui présentions. Mais ce n'est pas une obligation, hein, c'est toi qui vois Marie-Cécile. Donc, si tu veux nous dire deux mots en ton nom, au nom de Common Futures, voilà, c'est… Voilà. Il faut juste… Oui, bonjour tout le monde. Je n'ai rien préparé, donc… Parfait. Mais non, mais je me prête à l'exercice avec plaisir, mais je ne suis pas sûre de… On va faire ce qu'on veut, hein, show must go on, comme on dit. Écoutez, oui, Common Future, on est très, très motivés à participer non seulement à l'élaboration, mais aussi à la mise en place de ce cursus. Nous, dans le design, notre objectif, c'est réellement de le faire atterrir lui aussi, de le décoloniser, de le décarboniser, de réfléchir à vraiment remettre en question les fondations même de ce qu'on fait et de nos pratiques. Comme je vais reprendre Emmanuel, mais détruire les clichés, enfin détruire en tout cas, analyser les clichés et essayer de les exploser pour réellement réussir à concevoir au-delà des barrières qu'on s'est mis jusqu'à présent. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir sur le collectif, sur le design? Peut-être justement comment un collectif de designers professionnels a été saisi par cette question de l'Anthropocène et comment ça vous a amené à vous constituer un collectif, à repenser déjà, sans même que la formation existe, vos modèles économiques, vos manières de procéder, vos manières de travailler, vos finalités, finalement à repenser en fait votre propre organisation. Maintenant, a posteriori, c'est une évidence. On ne peut pas designer sur un monde si on n'a pas de monde, on ne design pas. Voilà, donc il nous faut un sol, il nous faut des matériaux, il nous faut des contraintes. Voilà, le design, c'est des contraintes aussi. Et aujourd'hui, je ne sais pas, c'est évident. Si on est hors sol, on ne peut pas faire du design. Donc le design doit s'intégrer dans des contraintes qui, si elles sont faussées, si elles sont mensongères, on va dire, ces contraintes, il n'est pas possible de concevoir quelque chose qui c'est même pas une question d'efficacité ou de résolution de problème, c'est réellement la pratique elle-même ne peut pas advenir si l'Anthropocène n'est pas un constat évident et un constat de base, quoi. Si on ne part pas d'ici, si on ne part pas avec quels matériaux, quels qu'ils soient, on dispose pour travailler, on est dans une route fausse. Donc c'est un constat très, très viscéral parce que ça touche réellement à… voilà, je peux pas… tout le monde l'a vécu. Ah, j'ai plus de farine, je ne peux pas faire de pain. Je n'ai plus de sol, je ne peux pas faire de design. C'est pas possible. Donc oui, ça nous a vraiment saisis et on s'est emparé de la question il y a à peu près 2 ans maintenant et on essaye déjà d'ouvrir un débat qui est très difficile, je pense dans toutes les professions, mais surtout dans la nôtre, notre corporation qui est réellement au service des organisations, au service… voilà, nous sommes des designers de commande majoritairement, donc se sortir de la commande, se sortir des systèmes aussi de valeurs, le design comme un agent de la beauté ou de l'attractivité ou du mieux vendre. Voilà, ça c'est quelque chose de compliqué à aborder. Mais du coup, oui, ce cursus et tous les travaux qu'on mène ensemble avec vous nous permettent de réellement entrevoir des solutions. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de solution, c'est une situation. Donc, on entrevoit des pistes, on les propose, on les challenge, on les travaille. Qui plus est avec la situation Covid qui permet de s'entraîner, j'ai envie de dire, d'avoir un petit galop d'essai, n'est-ce pas? Donc, on a vraiment hâte de mettre les mains dans le cambouis et de faire ces ateliers, de mener ces cours, de proposer grâce au design. Alors, design, encore une fois, je prêche des convaincus, mais pas comme la discipline du beau, mais comme l'appréhension du complexe et la discipline de l'ordre. C'est pas le bon mot, mais la discipline
de la mise en ordre. Voilà, faire que les choses fonctionnent. Voilà, c'est vendredi, il est 16h36, je ne vais pas faire plus. Non, mais merci beaucoup, Marie-Cécile. Mise en système, merci Quentin. Oui, ben on est déjà en système, le design s'inclut dans tous les systèmes. Enfin bon, j'arrête. Merci beaucoup. Alors, on aura justement des débats là-dessus avec justement le travail de José Allois sur la question des systèmes, de ce que ça implique pour le design, de ce que ça implique aussi pour le management, parce qu'il y a aussi management s'est beaucoup emparé évidemment de cette question des systèmes, donc on verra qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que c'est aussi une question un peu dangereuse à manipuler. Donc oui, c'est des questions qui vont être au cœur aussi de cette formation. Emmanuel, tu voulais ajouter 2 mots en lien avec une question, donc je te passe la parole. Oui, en continuité d'une question qui a été posée donc, par Amandine, donc dans la mesure où votre proposition est très nouvelle, comment les maîtres de stage de vos futurs étudiants pourront-ils être définis? Comment le caractère apprenant du stage va-t-il être apporté dans ce contexte? Alors, je trouve cette question très importante, parce qu'elle elle est reliée à cette notion d'exploration. Il y a même certains philosophes qui pourraient dire il n'y a d'apprentissage qu'en situation d'exploration. Sinon, ça s'appelle autre chose, ça s'appelle de l'éducation, ça s'appelle de la transmission asymétrique de connaissances. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est exactement, et c'est le modèle de la transmission, qui n'est pas du tout notre approche pédagogique dans ce master-là. Donc, non seulement, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas de corpus de connaissances, il y en a plein, qui viennent de disciplines qu'Alexandre et Diego ont bien défini. Mais la posture, ce n'est pas de dire il y a une connaissance et on va la transmettre et l'opérationnaliser dans une situation. Donc, on est tous, et ça c'est important, apprenants dans cette situation-là, y compris, là je vais réactiver une notion dont Diego a parlé tout à l'heure, co-enquêteur. Et lorsqu'on est allé faire une étude amont auprès notamment des managers, mais aussi des acteurs institutionnels, parmi lesquels nos partenaires, mais aussi des gens qui s'étendent au-delà de la sphère de nos partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient dans ces situations d'exploration. Face aux problèmes et aux situations, aux vulnérabilités, aux crises auxquelles on se confronte aujourd'hui, on ne peut plus arriver en disant j'ai un statut d'expert, je vais résoudre des problèmes, j'ai un outil de gestion qui va me permettre de résoudre la situation. C'est là où la notion de co-enquête, à mon avis, a du sens. Et curieusement, on a trouvé beaucoup de personnes qui étaient disposées à devenir des maîtres de stage, à dire oui, mais moi, super, par rapport à ce que disait Alexandre, par rapport parfois au caractère touchy en interne, au niveau corporate, on va dire, d'une entreprise classique, qui abordait des sujets comme anthropocène, effondrement, bouleversement écologique et que sais-je, là, du coup, ça devient possible. Ça devient possible d'avoir une interaction avec quelqu'un qui va venir en situation dans l'entreprise. Et on a trouvé beaucoup de maîtres de stage qui ont trouvé, enfin un potentiel, qui ont trouvé un intérêt, quoi. Donc, il y a apprentissage, parce que de toute façon, on est bien en situation d'exploration et ce n'est pas un modèle classique asymétrique. Et en plus, il y a vraiment des demandes qui sont associées aux futures commandes. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions, y compris peut-être qu'on peut vous donner directement maintenant la parole. Il y a eu beaucoup de questions sur le chat. Peut-être si vous voulez prendre la parole, peut-être écrivez votre nom ou mettez un message sur le chat, comme ça on verra un petit peu quel est l'ordre des personnes qui seront amenées à s'exprimer. Alors, il y a une question. Comment est-ce qu'on pourrait définir la nouvelle fonction, le titre des profils qui sortiront de cette formation? Redirectionniste, conseil en transformation, redirection écologique. Effectivement, alors on peut parler des deux. On parle souvent de redirectionniste. On peut tout à fait imaginer parler de conseil en redirection écologique ou transformation. Alors, transformation, c'est beaucoup pris par transformation numérique, etc. Donc, des choses un peu plus business as usual. Mais pourquoi pas, c'est un terme qui est aussi très investi comme le terme de transition par ailleurs. Est-ce que Emmanuel, Diego, vous voulez réagir à cette question? Oui, comme on le disait, il y a deux manières parce que effectivement notre master, il essaye d'ouvrir un horizon avec une coalition d'organisations qui sont prêtes à passer le cap. Donc on va pas le nier, il y a quelque chose comme ça d'une aventure collective
dans laquelle on est tous inscrits, les enseignants, formateurs, bien évidemment les organisations qui nous ont soutenus et qui ouvrent cet horizon en disant, bien évidemment, depuis 30 ans, on essaye de mettre en place un certain nombre de politiques RSE, développement durable, mais plutôt très partielles et sans vraiment un impact profond. Donc, qui se disent, voilà, on va donner un coup de main pour créer ce nouvel horizon. Donc, et bien évidemment, les étudiants qui vont intégrer. Donc, on va tous former une sorte d'expérience collective qui va être celle de ce master qu'on souhaite ouvrir à partir de septembre. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a dit ça, les organisations partenaires vont, on l'espère, permettre de pouvoir tester directement des profils redirectionnistes. Et si ce n'est pas le cas, pour les autres entreprises ou les autres organisations, comme je disais, on vise tous les postes classiques de la transition, de la transformation écologique des organisations, donc chargé ou responsable RSE, responsable développement durable, ou même responsable tout simplement d'un projet de transformation organisationnelle, un chef de projet de transformation digitale, numérique, peu importe. Tous ces postes-là vont pouvoir être revisités à l'aune de la redirection écologique. Donc, on va essayer d'opérer de cette sorte-là, sachant qu'encore une fois, aujourd'hui, on est également en lien, par exemple, avec le CEREC, qui est le grand laboratoire d'évaluation et de normalisation des métiers qui vont advenir. Et on sait aujourd'hui que dans la prochaine année, déjà, vont apparaître un grand nombre de nouveaux profils très précis qui sont très proches de la notion de redirection écologique. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça qu'on va se présenter aux entreprises, aux organisations. Et on est absolument convaincu qu'il y aura un grand espace qui sera, d'autant plus avec le Covid, qui exige des redirections stratégiques fondamentales. D'ailleurs, toutes les entreprises aujourd'hui sont convaincues de cela. Après, il faudra bien voir quel est le véritable espace qu'on donne à ces questions-là. Mais toutes les organisations, publiques ou privées, sont convaincus qu'il va falloir transformer un certain nombre de choses que le Covid, justement, a révélé comme étant ultra fragiles ou voire même catastrophiques sur un certain nombre de plans. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est effectivement l'organisation, par exemple, industrielle d'une production, la supply chain, etc. On en a parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est des choses très concrètes et qu'il va falloir mettre en place, mettre en œuvre, et aucun doute que les organisations vont donner une place à ça. Justement, il y avait une question là-dessus à laquelle on peut peut-être répondre tous les trois successivement. Le master répond à un besoin. Répond-il à un besoin? Besoin exprimé par quelles entreprises? Alors ça, on y a, je pense, un peu répondu tout au long de ce webinaire. Y a-t-il besoin d'une formation et d'un diplôme pour être compétent sur ces sujets? Qui veut éventuellement? Moi, je veux bien. Vas-y. Justement, je voulais prendre la parole par rapport à cette question. Donc, merci Rémi pour cette question. C'est une question importante. Auquel d'ailleurs, on est souvent confronté au sein de notre institution, les objectifs d'apprentissage, les compétences, les normes qui sont associées à ça. Or, comme l'ont bien souligné Diego et Alexandre, les situations auxquelles on fait face, on s'aperçoit qu'en fait, les trajectoires du passé, les réponses habituelles, les routines, notamment dans les organisations qui ont été développées dans les organisations et les compétences qui sont associées à ces routines ne fonctionnent plus. Donc, et ça répond d'ailleurs à la première partie de votre question, c'est-à-dire les besoins. Les besoins, ils sont associés au fait justement qu'il y a beaucoup de situations troublées justement aujourd'hui, comme Diego vient de le dire, par le fait justement que les routines ne fonctionnent plus. Donc les compétences, ce n'est pas des compétences qui ont été forgées depuis une vingtaine d'années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'on ne peut pas essayer de retrouver par ailleurs des compétences qui sont déjà existantes et qu'on pourrait mobiliser au sein du master. Et je pense que le design, à mon avis, est un ensemble de compétences tout à fait utiles pour pouvoir répondre à ces enjeux. Mais je dirais qu'il y a aussi des compétences à construire. Et la compétence, ce n'est pas quelque chose qui préexiste, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher là, ce n'est pas une ressource qui est quelque part pour essayer de l'amener dans votre tête ou de l'opérationnaliser dans votre pratique.
Une compétence, ça se construit. Donc, c'est quelque chose qui est assez vivant, qui est relié aux situations, qui est relié à une expérience. Et donc, du coup, bah oui, puisqu'il y a de plus en plus de besoins et de situations, bah, il y a forcément besoin de compétences qui y sont associées. Mais voilà pour vous répondre en partie. Diego, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'était parfait. Bah alors, je vais juste ajouter un petit point par rapport à ça et par rapport à la demande. Je pense qu'il y a deux éléments par rapport à cette question de la demande. Pour revenir un petit peu en arrière, on avait participé tous les trois, alors que Emmanuel et moi qui étions présents, parce que Diego ne pouvait pas être là, mais on était tous les trois intervenants. On avait participé tous les trois à une session il y a un peu plus d'un an, je crois, de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Emmanuel et moi étions présents et c'était sur le thème Business as Unusual. Et ça portait justement sur ces entreprises, ces organisations qui sont confrontées en fait à une limite immédiate. Un fabricant de ski, alors je ne vais pas nommer mais qui était présent ce jour-là, donc vous pouvez regarder, un fabricant de ski qui s'interroge sur son avenir parce que peut-être que demain on va beaucoup moins skier pour tout un tas de raisons, ou même que ce sera plus tellement possible de vraiment skier comme on l'imaginait. On peut penser évidemment aux enjeux liés à la mobilité. Les enjeux liés à la mobilité, ils vont également être très largement transformés. On a des appels en ce moment pour, par exemple, par rapport au On a devenir, perdu Alexandre. de Air Oui. France, etc. etc. Vous m'entendez? On t'a perdu une seconde, Alexandre. Ah, ok. Ouais. Donc, je disais, il y a des appels par rapport au devenir de Airbus, par rapport au devenir de Air France, pour se demander si, ou des compagnies aériennes en général, si l'avenir, c'est vraiment les compagnies aériennes. Il y avait à un moment donné l'idée, pendant cette session que j'avais participé à organiser, d'inviter un fabricant de chocolat parce que peut-être que demain, il y aura beaucoup moins de chocolat. C'est un exemple comme ça qui est évidemment moins dramatique, mais qui se pose aussi. Et du coup, ça veut dire qu'on a ces organisations, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui vont être éventuellement prises par ces enjeux finalement physiques, biologiques, qui vont se poser de manière très climatique, qui vont se poser de manière très, très immédiate et dont on voit d'ores et déjà les conséquences. Donc, je dirais que la première réponse, est-ce qu'il y a un besoin? Oui, ce besoin, elles l'ont internalisé, sans même revenir à l'autre partie de la réponse que je faisais sur le fait qu'il y aura peut-être des législations contraignantes qui apparaîtraient aussi prochainement, qui vont créer là encore un besoin. Mais je pense qu'en plus de ce besoin objectif, si je puis dire, il y a aussi le fait que finalement cette formation vise à rendre légitime l'expression de ce besoin. Et ça, je pense que c'est très important pour les organisations. Il y a beaucoup d'organisations qui ont ce besoin, qui ne savent pas aujourd'hui comment en parler, qui ne savent pas encore comment l'exprimer, qui ne savent pas encore comment disposer des leviers d'action, qui ne savent pas encore quel, évidemment, profil recruter. Et donc, nous, on va venir ici en facilitateur déjà pour que l'on puisse poser ces questions. Et déjà qu'aujourd'hui, la conférence des grandes écoles déjà donne un signal en disant oui, on valide, on accrédite un diplôme qui a dans son titre Anthropocène, qui veut prendre en charge finalement la fermeture des aspects absolument non durables de certains modèles économiques, etc. etc. Ça, je dirais que c'est aussi un signe fort de ce point de vue-là. Donc, la demande, comme toujours, elle est une demande à la fois existante, une demande qui se crée aussi et une demande d'une certaine manière qui se facilite. Et là, on joue ce rôle aussi de facilitateur d'une demande existante, mais qui peine encore à s'exprimer publiquement, mais qui est bel et bien là. C'est ce que nous montrent nos travaux de recherche en tout cas. Alors non, effondrement en cours de ma connexion, elle est revenue. Il y avait une autre question. Ah oui, sur la coordination. Alors déjà, merci beaucoup pour celles et ceux qui sont obligés de partir, mais qui sont restés jusque là. Alors, je vais reprendre la question sur la coordination, puis je laisserai peut-être Diego Emmanuel sur les autres questions que je n'ai pas encore vues. Sur la question de la coordination, comment est-ce qu'on se coordonne? C'est une excellente question pour que les enseignements ne se chevauchent pas. Alors, effectivement, on se coordonne en travaillant en amont avec tous les enseignants, donc en ne choisissant pas comme ça de tronçonner les choses et puis de donner à chaque enseignant son module qui existe de manière isolée du reste. Par exemple, pour tout vous dire, on a une réunion dans les prochains jours avec l'ensemble du corps professoral de cette formation. Et l'idée, c'est justement à la fois donc, de coordonner au mieux pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, mais en plus, dans ce dialogue qu'on peut avoir les uns avec les autres, de voir comment on peut faire émerger de nouvelles thématiques. Et par exemple, on est en train de faire émerger une nouvelle thématique. Alors, je ne peux pas mentionner maintenant parce que c'est un travail d'élaboration en cours, mais de nos interactions à émerger une nouvelle thématique qui, on l'espère, va justement pouvoir se décliner ensuite
à la fois à travers des leviers concrets d'action pour notre corps professoral, à travers des choses dont ils vont pouvoir eux-mêmes parler dans leur activité et qu'éventuellement, on va pouvoir aussi pousser, nous, côté recherche, pour que voilà, ça irrigue tout ça. Donc oui, oui, cette coordination en amont, elle est effectivement extrêmement importante pour qu'il n'y ait pas de redondance et qu'on puisse même imaginer que les enchaînements soient le plus fluide possible. On a mis un soin à ce que cet enchaînement, à la fois des modules mais des cours, soit quelque chose qui soit significatif. Il y a une question de Jocelyn. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà envisagées concernant la préformation sur le plan de la mise en réseau des différentes promotions étudiantes et des partenaires? Donc là, bien évidemment que oui, hein, c'est quelque chose de central. Encore une fois, on emprunte cette notion de production de coalition qui est souvent utilisée par la FING, qui est une fondation partenaire du master, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et eux, ils ont comme mission de créer des coalitions entre justement différents types de collectifs, les collectifs industriels, organisationnels, les acteurs publics, mais aussi voilà, les étudiants, des différentes associations, différents territoires, collectifs, peu importe, c'est assez vaste. Et nous, on essaye d'importer un petit peu, on s'inspire de cette logique de création de coalition. Et on a imaginé que ce master puisse devenir en fait une coalition entre acteurs, des enseignants, des praticiens, mais aussi des entreprises, des organisations qui sont avant-gardistes et qui sont prêtes à prendre le risque de dire bah, maintenant, il va falloir vraiment prendre les choses au sérieux et il va falloir faire des choix forts dans les prochaines années. Et donc, bien évidemment, notre ambition, c'est de créer un réseau qui dure toute la vie sur la base de cette coalition. Et donc, on essaye de non seulement faire agrandir ce réseau dès maintenant, mais c'est quelque chose qui va être fondamental dans la démarche même pédagogique de ce master. C'est pour ça que d'ailleurs, cette question-là, elle va être frontalement mise en ordre dès le début du master parce que grâce à cette notion de commande, de l'enquête que l'on va faire, bah, tout simplement, l'étudiant est déjà en prise directe dès le départ de sa formation, pas juste seulement après sa formation, mais dès le début, va être en prise directe avec les acteurs qui sont confrontés à une situation écologique critique. Donc, oui, c'est une très bonne question et c'est vraiment la philosophie du projet aussi. Et d'où l'idée aussi d'étendre ça, hein, non seulement aux promotions donc, de manière diachronique, donc année après année, évidemment, mais puisqu'en plus, comme on va essayer de produire des communs, on va au fil du temps retravailler ces communs, en produire de nouveaux, les partager. Donc, il y a cet aspect aussi de les mettre en partage et puis d'itérer au fil du temps. Et puis, il y a cette dimension aussi, j'allais dire, synchronique, c'est-à-dire d'avoir ces possibilités d'échange et d'apprentissage aussi avec d'autres universités à l'étranger, d'autres collectifs. Et je voyais sur le chat, évidemment, il y a aussi des modalités de réciprocité qu'il faut évidemment imaginer, mais on est tout à fait ouvert à ça pour là encore, forger des leviers pour le faire, même si ça n'existe pas forcément aujourd'hui par défaut. Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres questions? Il reste quasiment 5 minutes avant l'horaire qu'on avait annoncé. Donc, n'hésitez pas pour voilà, s'il y a des choses qui étaient encore qui restent à clarifier ou si vous avez des questions plus spécifiques, voilà, on peut utiliser ce temps pour ça. Sinon, on profitera pour vous remercier. Comment la redirection pour j'imagine, s'appliquer aux PME ou aux artisans? Diego, peut-être, parce que toi, tu as un intérêt particulier pour ces questions, notamment d'artisanat. Oui. Alors, c'est une question déjà une question importante. Déjà, sur le plan pédagogique, nous comptons effectivement faire intervenir aussi, j'avais oublié ça, un certain nombre d'intervenants qui sont issus des milieux artisanaux pour montrer dans quelle mesure leur modèle, leur business model, pour parler comme
business as usual, leur modèle d'activité est compatible avec les nouvelles contraintes écologiques, etc. Donc là, on fait intervenir des artisans, on fait entrer des artisans dans la maquette pédagogique, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si la question est de savoir comment on pourrait envisager de travailler pour des PME ou des artisans, tout simplement en produisant ce que Quentin avait suggéré dans sa question, des coalitions, tout simplement. Effectivement, le but, c'est de pouvoir faire des coalitions entre différentes petites entreprises, petites unités productives, des artisans différents. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'une AOP. Dans une AOP, il y a différents éleveurs, différents agriculteurs qui vont qui vont mettre en commun pour défendre un projet commun redirectionniste et vont passer commande à notre master. Donc là, l'idée, s'il y a une volonté de travailler avec des petites unités PME ou artisans, etc., c'est qu'on puisse dès maintenant intervenir afin qu'ils puissent adresser leurs commandes sur une situation critique écologique qu'ils sont en train de vivre au master. Et donc là, on peut les accompagner pour formuler cette commande et la travailler en commun, ce qui implique aussi un travail justement sur le plan de financement du projet et aussi, bien évidemment, l'instruction pour bien formaliser le problème qu'ils souhaitent faire travailler aux étudiants pendant l'année. Merci beaucoup, Diego. Voilà, on est quasiment arrivé au terme. Alors, encore une question. Une date limite d'envoi des candidatures et process ensuite de recrutement, effectivement. Bonne question. Alors, à bientôt, William. De William d'ailleurs, je réponds là. Est-ce qu'il y a une date limite d'envoi des candidatures? Alors, pour le moment, la date limite d'envoi des candidatures, c'est fin juillet. En fonction de l'évolution de la situation, il y a éventuellement une possibilité que ça glisse un petit peu. Mais voilà, actuellement, c'est fin juillet. Et en fait, les candidatures se passent quand vous vous inscrivez sur le site, vous allez sur le site de l'ESC, ou quand vous passez par Strat pour une demande d'information, on vous renvoie vers le site de l'ESC. Il y a une plateforme en ligne où en fait se passe le dépôt de candidature. Et après, c'est un process où on vous demande des documents. Et puis, moi, personnellement, voilà, je lis tout ça et puis voilà, je prends une décision pour admettre la personne ou non. Et c'est comme ça que ça se passe tout simplement. Et une fois que le document m'arrive, la réponse en général est relativement rapide. Donc voilà, ça se passe intégralement sur le site de l'ESC Clermont, une plateforme dédiée à l'inscription des Master of Science. Donc vous allez sur la page consacrée à notre Master of Science et vous trouverez le lien tout simplement d'inscription. Et puis après, tout est expliqué. Vous êtes pris par la main, donc pas de souci a priori. Voilà. Juste peut-être préciser aussi que dans le cas, effectivement, ou comme dans le projet initial, c'était bien sûr le cas, dans le cas du présentiel, les cours se dérouleraient donc à Strat intégralement, Strat Lyon, campus de Lyon, et Strat mettra bien évidemment à disposition tous ces outils, instruments, techniques qui sont dans le site de Strat pour pouvoir travailler un certain nombre de projets qui seront à faire au cours du cursus. Voilà. Du coup, il est 17h. Je pense que je vois pas mal de gens qui s'en vont. Mais on va vous remercier pour votre présence, vous remercier pour vos questions. Voilà, ce moment d'échange qui était très, très sympathique. Donc, merci encore. Vous avez été nombreux à nous consacrer 2 heures de votre temps aujourd'hui. Donc, nous en sommes très, très reconnaissants. Et puis, voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement. Moi, je reste à la disposition de tout le monde pour éventuellement échanger, notamment par téléphone, si vous avez des questions plus précises. Donc, voilà, merci encore. Et je laisse Emmanuel et Diego conclure.
Non, un grand merci à toutes et à tous pour cet échange. Pour nous, c'est très important, au-delà du fait de communiquer sur un programme, de pouvoir aussi tester nos propositions auprès de différents publics. Donc ça, c'est très important. Donc on a vraiment beaucoup besoin de vos questions et vos questions sont rassurantes d'une certaine manière. On a le sentiment, enfin moi en tout cas, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur la bonne trajectoire. Donc, au-delà de la communication sur un produit, je trouve que l'échange là est tout à fait intéressant et du coup provoqué un peu par la situation du Covid. Mais du coup, c'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra garder dans notre manière de fonctionner vis-à-vis du MSI. Donc, merci à tous. Merci à tout le monde et en tout cas, on espère vous voir nombreux dans cette aventure collective à la rentrée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.